Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition d'Emmanuelle Cos, la ministre du Logement qui s'est exprimée hier devant les sénateurs réunis en commission spéciale à l'occasion de la préparation du projet de loi Égalité et Citoyenneté. Un texte qui a été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale en première lecture et qui vise à favoriser l'insertion des jeunes. Pour cela, il s'articule autour de 3 volets, l'émancipation des jeunes et la généralisation de l'engagement du service de l'intérêt général, la mixité sociale et l'égalité d'accès au logement et enfin le renforcement de l'égalité réelle. C'est sur le deuxième volet que la ministre du Logement est intervenue et vous allez le voir, plusieurs dispositions du projet de loi ont pour objectif de forcer les communes à construire 20 à 25% de logements sociaux minimum, ce qui a suscité bien des réactions, notamment des sénateurs de la droite. Voyez tout de suite leurs échanges avec Emmanuelle Cos. L'ordre du jour appelle l'audition de Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Comme je vous le disais, Madame la ministre, en fait, vous êtes la première personne, et chacun le comprend, à être auditionnée dans le cadre de la commission spéciale. Nous avons 2 volets qui sont concernés par ce texte. Le volet logement, pour lequel Dominique Estrosi est rapporteur, je le lui confirme. Et puis Françoise Gatel, j'ai le plaisir de lui confirmer aussi qu'elle est rapporteure, et de façon officielle du texte, pour la partie qui relève du ministère de la Culture. J'aurai l'occasion, après l'audition de Madame Cos, de vous rappeler le calendrier d'un certain nombre de réunions qui auront lieu. Il y a bien sûr les auditions des rapporteurs, mais aussi des réunions à des dates qui ne sont pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez, mais nous avons un travail considérable à mener et il est clair que le Sénat doit marquer de son empreinte ce texte important. Madame la ministre, je vais vous donner la parole maintenant dans un instant. Je rappelle que vous défendez le projet de loi Égalité et Citoyenneté, en fait, avec plusieurs de vos collègues. Patrick Kanner, qui est ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et c'est bien entendu le volet qui concerne notamment Françoise Gatel, et Madame Erika Barek, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle, que nous entendrons la semaine prochaine. Vous êtes plus particulièrement en charge du volet logement, dont le nombre d'articles a été multiplié par 4,5. Ce n'est pas de votre fait, d'ailleurs, je le dis tout de suite, pour vous absoudre un petit peu. Mais bon, faut avouer, est à demi pardonné, mais je pense que la faute incombe plus à un certain nombre de parlementaires. Je ne dis pas de quel groupe il s'agit, mais de cet état de cause, le texte a évidemment beaucoup gonflé. Et le volet logement est passé de 14 articles lors de son dépôt à 63 après examen par l'Assemblée nationale. Alors, ce volet aborde plusieurs sujets, parmi lesquels un certain nombre auxquels nous prêtons une particulière attention, c'est les attributions de logements sociaux, le dispositif de l'article 55 de la loi SRU, l'accueil des gens du voyage, le supplément de loyer de solidarité, ou encore les relations entre les bailleurs sociaux et les locataires. Alors, il serait intéressant, Madame la Ministre, que vous puissiez nous indiquer, dans un premier temps, vous êtes évidemment tout à fait libre d'organiser votre propos comme vous l'entendez, mais que vous nous disiez au fond ce qui a changé par le travail de l'Assemblée nationale, entre le texte que nous connaissions, et sur lequel d'ailleurs nos rapporteurs avaient commencé à travailler, et puis finalement le texte qui est sorti il y a peu de temps de l'Assemblée nationale. Cet exercice un peu pédagogique nous sera fort utile pour bien comprendre les choses. Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci de m'auditionner aujourd'hui. Je suis ravie de venir vous présenter le texte de loi tel qu'il est ressorti des discussions à l'Assemblée nationale. Je voulais aussi vous remercier de votre implication, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, sur ce texte de loi, parce qu'en effet, c'est un texte de loi qui est important, qui est vaste, qui comprend des discussions sur des sujets extrêmement différents, qui font appel à évidemment beaucoup de compétences différentes et en même temps qui me semblent extrêmement importantes. Le texte de loi, moi j'ai l'habitude de le dire parce qu'il comporte en effet un volet sur le logement important, mais je tiens à le rappeler, je vous l'avais dit d'ailleurs en commission quand on est auditionné, c'est pas un texte de loi sur le logement.
c'est plutôt une discussion sur la question de la mixité sociale dans l'habitat et de ce fait, cela amène à des propositions de modification législative. Mais me semble-t-il, c'est aussi une des premières fois où on peut avoir une discussion au niveau du Parlement sur les questions de mixité sociale, question de peuplement dans nos quartiers, la question de la ségrégation territoriale et comment elle s'est exercée à travers des politiques de logement. Et ça a d'ailleurs amené, pour tout vous dire, à des débats à l'Assemblée nationale très longs et en même temps très intéressants, et qui allaient d'ailleurs au-delà des questions de clivage politique assez caricaturaux que nous pourrions connaître, et sur lequel ça a aussi permis, me semble-t-il, d'avoir en commission spéciale et après en séance plénière un débat très important. Ce texte de loi égalité-citoyenneté s'inscrit très clairement dans l'esprit des textes de loi que vous avez eu à étudier ces dernières années. Évidemment, la loi ALUR, avant la loi mobilisation pour le foncier public. Mais au-delà de ça, on retrouve les suites de la mise en œuvre de la loi SRU, bien entendu, aussi des dispositifs de la loi MOL qui sont améliorés et donc s'inscrit, me semble-t-il, dans la volonté de compléter ce texte législatif, mais aussi de l'améliorer, très clairement, et de donner des moyens aux collectivités de bien travailler sur ces questions de mixité sociale. À partir de là, ces objectifs de mixité sociale se traduisent dans le titre 2 sur en gros 3 chapitres qui concernent les attributions de logements sociaux, la question de la possibilité d'avoir une nouvelle politique de loyer pour les bailleurs sociaux et enfin l'application et le renforcement de l'application des dispositions liées à la loi SRU et donc à la question de la production. Mais il est vrai qu'on s'est beaucoup attaché sur les politiques de logement depuis longtemps à travailler sur les questions de production. Et là, on regarde plutôt sur les questions de l'usage et donc du peuplement et évidemment de la manière dont on peut répondre à ces questions de mixité. À partir de là, pour vous donner un peu l'esprit du texte tel qu'il en ressort. Première grande mesure du texte de loi concernait les attributions de logements sociaux et notamment un principe qui est issu des travaux qui ont été menés dans les comités interministériels pour l'égalité et la citoyenneté. Il y en a eu 3. Notamment lors du second, a été beaucoup discuté de la concentration de la pauvreté dans certains territoires et donc de regarder comment est-ce que l'on peut mieux agir d'une part pour lutter contre la pauvreté, qui est, me semble-t-il, un premier sujet, mais aussi de travailler à ce que cette pauvreté ne soit pas autant concentrée. Et une des mesures qui a été proposée, c'est de prévoir que 25% des attributions des logements sociaux des ménages du premier quartile, donc des ménages qui ont les revenus les plus faibles, se fassent hors quartier politique de la ville. Ces 25%, vous pourriez me dire un chiffre important, en fait c'est une attribution sur 4. Et il est très important de dire que c'est la volonté de ramener un équilibre, notamment hors des quartiers politiques de la ville. Alors cette mesure, elle a fait évidemment beaucoup de débats, d'une part sur le principe, parce qu'en fait, en inscrivant cette mesure dans le texte de loi, nous avons aussi pu montrer que finalement aujourd'hui, on est évidemment sur des chiffres qui sont assez éloignés. Alors ça dépend évidemment des territoires. Et ici, et aussi de données que nous avons pour pouvoir renseigner ces questions-là. Avec des données que nous avons, on s'est rendu compte qu'au niveau national, semble-t-il, il y a 19% des attributions qui sont hors quartier politique de la ville pour les ménages du premier quartile. 19%. Mais après, quand on regarde sur certains territoires, on se rend compte que ça peut descendre très vite à 5%. Ou à 6%. Ce qui veut dire, à contrario, que c'est 80%, 90% des attributions en quartier politique de la ville qui se font pour les ménages du premier quartile. Et il me semble important de le dire. Mais on a vu aussi des collectivités qui sont capables de faire 30%. Donc on voit bien qu'on a des réalités territoriales qui sont très différentes. Et donc ça explique une des modifications qui a été faite lors de la discussion à l'Assemblée nationale avec mon aval, c'est que nous avons souhaité, derrière le principe de 25%, qu'il y ait un travail local sur ce principe. Et donc, beaucoup de modifications à l'Assemblée nationale portent sur le fait que nous avons voulu associer et même donner à l'EPCI
par le biais de la conférence intercommunale du logement, le rôle de travailler sur ce pourcentage d'attribution et d'avoir une discussion au sein de l'EPCI sur en fait la politique de peuplement. Et ce qui explique tous les dispositifs que nous avons mis en donc fixant un principe simple. Le principe, c'est 25%. Il peut y avoir une adaptation locale s'il y a un accord élaboré entre la conférence intercommunale du logement, donc approuvé par le président de l'EPCI et le préfet. Et dans ce cas-là, un pourcentage qui peut être révisé tous les 3 ans. Ça a permis aussi, en dotant vraiment le territoire en fait de cette mise en œuvre, cela nous a permis aussi de répondre à un deuxième sujet qui a beaucoup occupé nos discussions, qui est que on a donc voulu mettre un principe d'attribution hors des quartiers politiques de la ville. La question s'est posée, est-ce qu'on peut limiter l'entrée de certains ménages dans les quartiers politiques de la ville? C'est un débat qui m'a pas mal opposé avec des députés, non pas sur le constat. On partage le constat qu'il y a aujourd'hui en quartier politique de la ville souvent une facilité des uns et des autres à parfois concentrer l'attribution de logements sociaux, y compris des ménages les plus en difficulté. Il y avait été proposé en commission spéciale qu'il y ait un plafonnement et que, par exemple, on plafonne les attributions de ménages prioritaires ou de DALO à 50% en quartier politique de la ville. Je m'y suis opposée pour une raison qui était le fait qu'il me semblait autant il me semblait possible de défendre la volonté d'ouvrir d'autres quartiers et donc d'avoir une proposition en positif, autant il me semblait compliqué d'expliquer à des ménages en difficulté que dépasser un quota, ils n'ont plus le droit d'avoir une attribution de logement social. Et y compris au nom d'une part d'une loi sur laquelle vous avez travaillé, ainsi qu'au Sénat, qui a été adoptée depuis, qui est la loi qui parle de la discrimination fondée sur la précarité sociale, qui quand même dit des choses très fortes sur cette question-là, mais aussi parce que me semble-t-il, quel serait le signe que l'on enverrait si on explique en gros à des ménages qui sont reconnus par la Constitution prioritaires au relogement, c'est le cas des DALO, qu'est-ce que ça voudrait dire si on leur disait que par ailleurs on peut limiter l'accès de ce droit prioritaire? Et donc on a beaucoup cogité avec les députés sur cette question pour trouver néanmoins une manière de travailler sur ces questions de peuplement et de positiver cette question-là. Et nous nous sommes mis d'accord, et c'est ce qui résulte en fait du texte au final, parce que derrière ce plafond, le débat qui ressortait, c'était l'absence de discussion locale sur cette question-là. L'absence de discussion entre maires, membres de l'EPCI, réservataires, bailleurs sociaux, préfets. Et donc, il fallait trouver un moyen d'avancer. Et donc, nous avons fait le choix de trouver un compromis pour éviter ces plafonnements à l'entrée des quartiers politiques de la ville, en souhaitant, d'une part, qu'il y ait une commission de désignation dans les quartiers en politique de la ville qui inclut réservataires, bailleurs et élus, pour pouvoir justement discuter ensemble de ces questions de peuplement, et une commission qui va nous permettre évidemment de donner déjà d'une part des indications. Et l'autre chose, parce qu'il me semble aussi que les questions de mixité sociale indiquent aussi qu'on doit travailler sur attirer de nouveaux publics dans les quartiers. Et donc, notre objectif est de pouvoir inscrire dans le travail qui sera donc mené au sein des conférences intercommunales des pourcentages, par exemple, de relogement de jeunes actifs, d'étudiants, de familles et de salariés, puisque c'est en gros cela le sujet. La mixité sociale, c'est aussi amener différentes personnes dans ces logements. Des familles qui, évidemment, rentrent dans les plafonds du logement social et donc seront inscrits dans les orientations fixées par la conférence intercommunale des objectifs de relogement des publics qui n'appartiennent pas au premier quartile. Et donc, nous avons voulu prendre en compte cette question-là, mais en la positivant et en essayant de traduire de manière positive ce que pourraient être les questions de mixité sociale. Ça, c'est sur le premier sujet qui nous a beaucoup occupé. Le deuxième, il y a eu un long débat sur la question de la définition de qu'est-ce qu'un public prioritaire et qu'est-ce qui relève du droit au logement opposable. Là-dessus, et on a eu un grand nombre de débats, la volonté a été très clairement de ma part de ne pas élargir la définition des publics reconnus en tant que DALO,
qui nous semble être aujourd'hui une liste importante, qui reconnaît des situations qui nécessitent un relogement opposable et donc des situations assez extrêmes. Mais par contre, nous avons porté quelques modifications sur les publics dits prioritaires, en sachant que quand même, et j'alerte toujours tout le monde sur le sujet, il y a une volonté d'élargir les publics prioritaires à des tas de catégories de personnes, avec très souvent des très bonnes, des tout à fait bonnes raisons. Et en même temps, il faut qu'on fasse évidemment attention à ne pas élargir trop la liste des publics prioritaires, parce que plus on l'élargit, plus il y a des gens à reloger au titre du public prioritaire. Ça veut dire que les gens deviennent beaucoup moins prioritaires. Je le dis parce que notamment, j'ai repoussé des amendements qui voulaient par exemple intégrer les jeunes comme public prioritaire. Et si je ne mésestime pas par exemple les difficultés de logement de jeunes, je ne crois pas que c'est l'âge qui en fait un public prioritaire. Sinon, on pourrait aussi penser que des personnes qui sont à la retraite relèvent aussi d'un public prioritaire. Ce qui relève de la priorité, c'est une situation d'urgence, de grande précarité sociale. Et là-dessus, me semble-t-il, il faut évidemment que nous soyons prudents si on veut répondre à nos objectifs. Je rappelle que le relogement des publics prioritaires, le relogement de DALO sont intégrés très clairement par des obligations de relogement très fortes. Donc voilà pour ces sujets-là. Sur le deuxième chapitre, concerne beaucoup, je ne rentre pas en détail parce que je pense que vous aurez des questions et j'y répondrai évidemment. Deuxième chapitre, c'est sur la politique du loyer. Je le rappelle, il ne s'agit pas de permettre à des bailleurs d'augmenter leur loyer, donc je le dis ici très clairement. Il s'agit de permettre à masse de loyer constante, de permettre à des bailleurs de échanger la territorialisation de certains logements et donc de se couper des modes de financement de leurs logements lorsqu'ils ont été construits. En clair, de pouvoir à un endroit transformer un PLAI en plus ou en PLS et à un autre endroit de transformer un PLS en plus ou en PLAI. Je le redis, c'est à masse de loyer constant. C'est une possibilité qui est donnée aux bailleurs. Et en aucun cas, évidemment, une obligation. Cela peut leur permettre de remettre de la mixité dans des blocs d'immeubles où ils n'en ont pas. L'autre sujet sur ce chapitre a évidemment été le surloyer, qui nous a beaucoup occupés. Notre volonté était de durcir le surloyer, mais en même temps de répondre à ce qui a été soulevé à plusieurs reprises par les parlementaires, qui est qu'avoir une application trop stricte du surloyer fait sortir de manière trop rapide et trop dure des personnes qui ont une évolution salariale et de situation, mais en même temps ne les mettent pas non plus dans une situation absolument confortable. Sur ce point-là, ce qui a été décidé, on ne change pas une bonne partie des conditions de ce loyer telles que c'est actuellement. Nous avons décidé que la question du droit au maintien déjà que le plafond maximum de la somme loyer plus surloyer sera à 30%. Il a été discuté que la perte du maintien, du droit au maintien dans les lieux, qui était le sujet le plus important, jusque-là, il s'exerçait sur l'idée de 200% du plafond du logement dans lequel on est, 200% du plafond PLAI plus ou PLS. Nous avons décidé d'avoir la même règle pour tout le monde, c'est-à-dire 150% du plafond PLS. Et notamment, pour tout vous dire les choses, ça a un effet positif, c'est que ça redonne de la marge pour les gens qui étaient en PLAI. Parce que nous voyons qu'il y avait une certaine inéquité entre des personnes qui donc rentrent un moment dans un logement PLAI, donc avec des ressources très faibles, mais se voient un jour appliquer le surloyer parce qu'ils ont une évolution professionnelle positive et on peut évidemment s'en réjouir, mais en même temps, ils restent quand même sur des revenus assez bas. Par contre, quand vous êtes au PLS, on est quand même sur des plafonds beaucoup plus élevés. Je rappelle que c'est quand même un niveau de revenu bien plus élevé. Quand vous êtes à 200% du PLS, par exemple à Paris, ça veut dire que vous êtes à plus de 5 000 € net mensuels. Ce qui n'est pas du tout le cas du revenu, par exemple, du PLAI. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, là où le surloyer est exercé, je rappelle que ça concerne à peu près que 4 000 à 5 000 locataires du logement social, il est plus durement appliqué chez les locataires qui ont les plus faibles revenus. Donc, c'est pour ça que nous avons accepté de moduler et de modifier notre question sur les surloyers. Enfin, dernier chapitre, c'est la question du renforcement de la loi SRU. En rappelant évidemment qu'on est donc déjà dans une évolution de cette loi depuis les dispositions de la loi sur la mobilisation foncier public,
Comme je vous l'avais dit en commission, je crois, il y a quelque temps, l'étude d'impact nous a montré que si toutes les communes déficitaires et carencées produisaient les logements qu'elles doivent produire d'ici 2025, c'est entre 700 000 et 750 000 logements sociaux qui doivent être produits, ce qui n'est pas rien très, très clairement. Et donc, les dispositions de loi SRU sont surtout des moyens supplémentaires donnés à l'État pour appliquer la loi, et notamment dans les communes carencées. Et puis, il y a eu une disposition, et vous le savez, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, que j'ai mis en alerte sur les conséquences de cette position, qui est la suppression de la DSU pour les communes carencées. J'ai alerté sur les impacts très importants que ça représente d'un point de vue financier, mais l'Assemblée nationale a voulu poursuivre dans ce sens. Et puis ensuite, il y a un autre débat, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, qui est des mesures de simplification dans la fin du titre, avec d'une part des questions d'ordonnance, mais il y a aussi pas mal de dispositions de simplification qui sont intégrées dans le texte de loi. Bien, merci Madame le Ministre pour votre propos extrêmement riche, très précis. Je vais sans tarder donner la parole à nos deux rapporteurs, tout d'abord à Dominique Estrosi, ensuite à Françoise Gatel. Alors, question d'organisation, je donne un peu plus de temps aux rapporteurs, ce qui sera compris par chacun, et ensuite il y aura une règle très stricte qui est 2 minutes par intervenant. Mais ça ne s'applique pas à la ministre, bien sûr, pour sa réponse. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors même si vous avez dit au démarrage de votre propos qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau projet de loi traitant de la politique de l'habitat et du logement, néanmoins fallait-il de nouveau un texte de loi dans lequel un gros chapitre est consacré effectivement à la politique du logement, de l'habitat et à la mixité sociale. Après, et vous les avez cités tout au long de votre propos, un certain nombre de lois et de dispositions réglementaires qui sont venues depuis les dernières années parler des politiques de l'habitat et du logement. Vous les avez citées, c'est la loi SRU, c'est la loi ALUR, c'est la loi de programmation pour la ville, mobilisation du foncier public. Également dans les lois NOTRe et MAPTAM, on y parle et on y fait également référence aux politiques du logement. Donc on le voit, beaucoup de dispositions législatives et réglementaires et des changements aussi, parce qu'à travers toutes ces dispositions, il y a eu un certain nombre de changements législatifs et réglementaires incessants. Donc on a aussi, à la lecture du projet de loi, la crainte d'un risque de complexification, de créer des dispositifs qui pourraient être assimilés à de véritables usines à gaz, en particulier sur les politiques d'attribution, dont vous avez rappelé quelques mesures, sous prétexte de plus de transparence et de mixité sociale. Mais jusqu'où va la mixité sociale ? Parce qu'encore une fois, je pense que faire habiter les pauvres chez les riches, c'est peut-être faisable, mais faire habiter les riches chez les pauvres, je crois que véritablement, ça semble particulièrement compliqué. Et puis aussi, le deuxième volet, qui voit quand même de nouveau des mesures pour le moins extrêmement coercitives à l'égard des élus, et plus particulièrement à l'égard des maires. Et en donnant toujours plus la main à l'État et la main au préfet, dont on le voit à travers un certain nombre d'articles où ce sont les préfets qui véritablement prennent la main et se substituent, que ce soit en matière d'attribution, lorsqu'il n'y a pas les pourcentages et pour donc faire les attributions manquantes, que ce soit en matière de non-réalisation des objectifs SRU et des sanctions qui sont donc prononcées à l'égard des maires, donc montrant là une certaine défiance à l'égard des élus et des maires. Alors, pour rentrer plus dans le détail, donc vous avez parlé de l'attribution de 25% de logements locatifs sociaux au premier quartile des ménages les plus pauvres, hors quartier politique de la ville. Alors, si justement on n'arrive pas à atteindre ce pourcentage, ou si le bailleur refuse de signer une convention intercommunale d'attribution, le préfet, lui, procédera aux attributions manquantes sur l'ensemble des contingents. Alors, comment ces dispositions vont-elles s'appliquer en pratique? Ensuite, le projet de loi prévoit la suppression de la possibilité de déléguer aux maires des contingents préfectoraux. C'est-à-dire que le préfet, encore une fois, aura le choix. Il aura le choix ou de supprimer cette possibilité ou de la maintenir. Donc là aussi, quels critères seront retenus
pour décider ou non de la suppression de la délégation qui peut être donnée à des maires d'attribuer sur des contingents préfectoraux. Sur la liste des publics prioritaires, vous y êtes revenu et vos propos me rassurent quelque part parce que c'est vrai que si on prend déjà les DALO plus une liste des publics prioritaires qui s'est quand même encore allongée, que reste-t-il pour des ménages? Vous avez cité des jeunes, vous avez cité des personnes âgées avec des pensions extrêmement faibles, mais aussi des familles de conditions modestes qui, elles, finalement, ne sont pas, ou toutes ces personnes, considérées comme des publics prioritaires et qui, donc, dans les files d'attente des demandes de logements sociaux, eh bien, voient passer continuellement devant elles des publics DALO ou des publics prioritaires, alors que ces personnes-là ont aussi besoin d'un logement social. Et là, il y a aussi une problématique sur un risque de rupture d'équité. Sur les mesures d'attribution en défaveur des communes, il y a la suppression de la possibilité pour la commune de créer une commission d'attribution. Donc ça, c'est quand même, je pense que les maires seront quand même alertés sur ce sujet. Il y a la voix prépondérante qui est donnée au président de l'EPCI, sous certaines conditions, dans les commissions d'attribution, ce qui veut dire que le maire, dans ces mêmes commissions d'attribution, n'a plus une voix prépondérante sur au moins son contingent de la commune. Il y a la mise à contribution de son propre contingent pour certaines attributions manquantes, je l'ai rappelé. Donc autant de mesures qui risquent de décourager les maires, y compris les maires qui font des efforts, même s'ils n'atteignent pas les objectifs. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, que les maires n'apportent pas leurs garanties dans des conditions comme celle-ci, et on pourrait les comprendre. Sur la loi SRU, j'ai auditionné le Conseil général de l'environnement et du développement durable qui a fait un rapport très intéressant sur l'application de la loi SRU et qui s'est interrogé devant moi sur le réalisme des objectifs de rattrapage pour les communes les plus éloignées des objectifs. Et il propose que les préfets puissent ne pas prononcer la carence lorsque la commune constate une certaine progression. C'est-à-dire qu'on prendrait plus en considération, non pas pour se dédouaner des obligations, des objectifs de la loi SRU, mais on prendrait plus en considération aussi des objectifs de progression que des objectifs fixes. Pourquoi ne pas avoir inscrit une telle proposition qui vient du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui a fait un rapport là-dessus, dans le projet de loi? La suppression de la DSU pour les communes carencées, vous l'avez rappelé, donc j'allais vous demander comment justifier une telle mesure, mais vous avez dit que là-dessus, c'était l'Assemblée nationale qui avait eu le dernier mot. Et puis, il y a, vous l'avez rappelé, vous n'êtes pas rentré dans le détail, l'article 33, qui contient pas moins de 12 ordonnances. Alors, est-ce que vos services travaillent déjà à la rédaction de ces ordonnances? Et dans ces ordonnances, dans l'habilitation qui est demandée par le gouvernement, il y en a quelques-unes qui sont quand même assez sensibles, qui touchent à l'avenir des PLU et des SCOT dans le cadre du contexte de la recomposition de la carte intercommunale, puisqu'il s'agit d'adapter le régime des PLU à la situation qui est créée par la recomposition de la carte intercommunale. Et là, il semble qu'il y ait quand même antinomie entre, d'une part, s'il y a fusion de deux EPCI, dont l'un a déjà la compétence PLU, eh bien le nouvel EPCI possède automatiquement la compétence PLU. Donc le mécanisme de fusion priverait donc justement les communes du droit de veto qui pourtant avait été voté dans le cadre de l'article 136 de la loi ALUR et qui disait bien qu'il y avait un veto sur le transfert automatique de la compétence PLU au niveau intercommunal. Donc là, il y a antinomie entre les deux. Il semble que vous évoquiez le fait qu'il puisse y avoir une période transitoire d'une durée de 5 ans. Mais, encore une fois, c'est très flou. Le gouvernement ne donne pas beaucoup d'indications sur le mécanisme qui pourrait être mis en place pour justement réaliser cette conciliation. Et comme ça touche quand même à des domaines aussi sensibles que le droit des sols, vous augurez que faire tout ça par habilitation, demande d'habilitation et par ordonnance, ça peut nous inquiéter. Ensuite, sur des modifications qui sont des dispositions qui avaient été introduites pourtant par la loi ALUR, qui sont relatives à la commission de contrôle des professionnels de l'immobilier. Cette commission
pour l'air, elle ne s'est jamais mise en place. Donc, elle tarde à voir le jour. Et vous avez changé de position à l'Assemblée nationale puisque vous avez demandé à ce qu'il y ait une fusion entre cette commission de contrôle des professionnels de l'immobilier et le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Donc là aussi, j'aimerais avoir un petit peu plus de précision sur ces points-là. Sur le surloyer, donc vous l'avez assez développé, donc je n'ai pas tellement de questions à vous poser en plus. Et puis, vous n'avez pas du tout parlé d'un chapitre important qui concerne l'accueil des gens du voyage, dont il est question à la fois dans le titre 2, mais également dans le titre 3. Et donc, à l'heure où on voit pas mal de maires qui sont aujourd'hui excédés par l'arrivée massive de gens du voyage, surtout à travers les problématiques des grands rassemblements et l'intrusion de manière illicite sur des projets, sur des terrains privés au public, donc trouver l'équilibre qui est proposé à travers un certain nombre de dispositions qui a été introduites dans ce projet de loi, entre d'une part les gens du voyage et la suppression de la commune de rattachement pour donner de nouveaux droits à ces gens du voyage et en même temps l'accélération des procédures réprimant le stationnement illicite des caravanes des gens du voyage. Donc voilà l'essentiel des questions que je souhaitais vous poser, Madame la Ministre. Bien, merci Madame la rapporteure. Je donne la parole à Françoise Gatel. Alors ensuite, je donnerai la parole à Yves Rome, puis Philippe Dallier. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre de votre présentation. Donc moi, rapportant sur les titres 1 et 3, je viendrai en complément des excellentes questions posées par ma collègue. La première observation que je fais, puisque je suis aussi vice-présidente de l'Association des maires de France, c'est je suis un peu, comment dire, préoccupée par l'évolution des relations de confiance que le projet de loi instaure entre les collectivités locales et l'État, puisqu'on a une forme de centralisation de la politique et de l'action en matière de logement social, alors que le rôle des communes est non seulement de loger, mais il est surtout de réaliser l'accompagnement social qui est nécessaire pour que les gens puissent vivre ensemble, et qu'il me semble que là, on a une relation de défiance qui s'instaure un peu. Je reprendrai la question très importante de la dérogation possible au transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité. C'est une vraie question aujourd'hui. J'ai une question très concrète qui a été posée dans mon territoire. Je suis d'Ille-et-Vilaine, donc un territoire à la fois périurbain et un peu rural, sur la nature du logement social et le contingent de logement social qui nourrit une partie de la DGF. Dans beaucoup de communes, il y a un vrai souhait de se mobiliser sur l'accession sociale à la propriété, parce que ça correspond à une réalité du territoire et ça correspond à la demande des attributaires potentiels. Or, les actions menées en faveur des acquisitions sociales nécessitent des efforts financiers aussi significatifs de la part des communes, mais n'entrent pas dans le quota de logements sociaux. Et pour nous, c'est une vraie question, sachant qu'on a des opérateurs, des bailleurs sociaux qui refusent d'aller dans certaines communes et se concentrent dans une partie très métropolitaine. Enfin, autre question qui a trait à l'ère des gens du voyage. Donc ma question n'est pas politiquement incorrecte, ni égoïste, elle est très franche. Aujourd'hui, il y a, et c'est très bien, une obligation faite aux communes de 5000 habitants, c'était le seuil, d'avoir une aire des gens du voyage, une aire d'accueil pour les gens du voyage sur leur territoire. Dans mon département d'Ille-et-Vilaine, il y a un schéma départemental, les communes s'y sont pliées, tout va bien. Or, je constate aujourd'hui, il y en a 41, j'ai demandé au préfet de me donner les statistiques d'occupation des aires des gens du voyage. Dans certaines parties du département, le taux d'occupation est de 5%, et en dehors de la métropole où on a des taux d'occupation
de 90%, il ne dépasse pas le 42 ou le 50%. Or, aujourd'hui, il y a dans les territoires ruraux périurbains des communes nouvelles qui apparaissent, qui font qu'on a une augmentation de la taille des communes. Et sincèrement, je m'interroge sur la pertinence d'une non-révision de cette taille d'habitants, sachant, je prends encore l'exemple de ma commune, autour de ma commune à 5 km, il y a 6 aires d'accueil des gens du voyage, et qu'à un moment où les dotations de l'État sont aussi en baisse, je pense qu'il est du devoir des collectivités d'avoir un schéma d'aire d'accueil des gens du voyage. Il ne faut pas le remettre en cause, mais je pense qu'on pourrait s'interroger sur sa pertinence au niveau de ce quota. Je vous remercie. Bien, merci Madame le rapporteur. Alors nous allons maintenant entendre les intervenants des différents groupes. Je vous rappelle que vous avez 2 minutes d'une façon extrêmement surveillée. Yves Rome a la parole, ensuite Philippe Dallier. Madame la ministre, il y a eu certes des avancées à l'Assemblée nationale sur l'objectif des 25% des attributions hors quartier politique de la ville, aux ménages les plus défavorisés, pour prendre en compte cette réalité de l'occupation sociale d'un quartier. Mais comment cet objectif de 25% va-t-il pouvoir être ajusté? Si j'ai bien compris, ce n'est pas au contraire par une défiance des élus, mais une plus grande responsabilisation des élus au niveau des EPCI, comme quoi parfois le vocabulaire peut distinguer certaines visions différentes de l'approche d'un projet de loi. Par contre, le supplément de loyer de solidarité est renforcé et le dispositif de perte du droit au maintien dans les lieux également. Alors ne craignez-vous pas, mais j'ai bien noté les avancées que vous avez soulignées, que ces mesures puissent avoir un effet contre-productif dans la recherche de la nécessaire mixité sociale. Enfin, on peut se féliciter également des ajustements concernant la loi SRU. Ça n'a pas été souligné, mais des communes pourront sortir du dispositif. Il s'agit des communes situées en zone détendue ou celles comprenant une part importante de terrains inconstructibles ou encore mal desservis par les transports en commun. Et cette notion me paraît tout à fait essentielle. Ces ajustements sont bienvenus et on peut se féliciter que le gouvernement ait été à l'écoute des élus. Enfin, dernière question, puisque en matière de construction et de mixité sociale, tout commence et tout se termine par la maîtrise nécessaire du foncier. J'aimerais connaître votre position quant à la couverture nationale entre les établissements publics fonciers locaux, encore trop rares, mais qui ont fait, grâce à l'action des élus, preuve d'une très grande efficacité en libérant du foncier pour promouvoir la construction de logements, et bien entendu la place que vous souhaitez accorder aux établissements publics fonciers régionaux, plutôt sous contrôle de l'État, même si les élus y sont largement associés. Bien, merci Yves Rome. La parole est à Philippe Dallier, ensuite à Françoise Cartron. Merci Monsieur le Président. Enfin, en 2 minutes, je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir dire. J'espère que je sortirai de ce débat, pas seulement de cette réunion, mais du débat que nous aurons en séance, en ayant les idées claires sur ce que c'est que la mixité sociale et comment elle se mesure. Quand vous êtes en plein milieu de la Seine-Saint-Denis, est-ce que les critères QPV, pas QPV, 25%, pas 25%, ont le même sens qu'à Guéret dans la Creuse? Je ne suis pas certain et malheureusement, on continue. Alors moi, sur le volet attribution et un quart des attributions aux quartiles des plus pauvres, moi, j'ai pas de souci. Par contre, ce que je sais, c'est que certaines villes sont au-dessus des 25% de logements sociaux et qu'elles ont un revenu moyen par habitant le double de ce qu'il y a dans ma commune. Je précise les choses parce que ce débat finit par être tellement caricatural, celui de l'article 55 de la loi SRU, que je n'en peux plus. Je vous le dis tel que, je n'en peux plus. Je vais vous donner l'exemple de ma commune. Il y a 21 ans, j'ai été élu maire, il y avait 6% de logements sociaux. La ville avait été gérée pendant 80 ans par le Parti socialiste, moi c'est comme ça. Aujourd'hui, il y en a 15. J'ai gagné 30% de population en 20 ans. Je suis arrivé à 15% et on me dit tout d'un coup, c'est plus 15, c'est 25. Et c'est en 9 ans. Résultat, ce que disait notre rapporteur est tout à fait vrai. Pour les villes qui étaient le plus éloignées de l'objectif, ça devient impossible. Je n'étais pas éligible à la DSU, j'y suis rentré à la 752e place, je suis à la 570e. Je progresse. Je vais peut-être bientôt me trouver dans les 250 premières. Finira peut-être comme ça, c'est un objectif qu'on peut effectivement chercher à atteindre. Tout ça pour dire, avec un peu d'emportement, que la mixité sociale, ça ne peut pas être regardé de la même manière au milieu de la Seine-Saint-Denis ou ailleurs en province. Or, ce qui est dramatique dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous regardez les choses de la même manière partout. Alors heureusement, à l'époque, on nous disait c'est 20% pour tout le monde, que vous n'ayez pas de terrain, que vous en ayez, c'est pareil.
On progresse. Effectivement, on va même jusqu'à regarder un indicateur qui va dire si la zone est tendue ou pas tendue. Il y avait notre collègue Le Squarznac qui nous avait expliqué effectivement dans la Bretagne, on lui demandait de construire avec qu'il y avait de la vacance dans le logement social. Mais ceci étant dit, moi j'aimerais, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on n'inverse pas la logique des choses, Madame la Ministre? Pourquoi est-ce qu'on ne signe pas un contrat entre une commune et l'État, un contrat qui tienne compte effectivement de la disponibilité du foncier, mais aussi des moyens des collectivités locales? Parce que je vais vous dire, si j'ai pu assumer 30% de population en 20 ans, j'avais de l'autofinancement. Avec la baisse des dotations, il me reste quasiment plus rien. Avec les pénalités que vous faites porter quand on sera en carence, j'ai jamais été en constat de carence depuis 2001. J'ai même fait le double. Je finirai la période triennale en ayant rempli mes objectifs. En 2017, Madame la Ministre, je suis mort. Il faudrait que je fasse 900 logements sociaux en plein milieu de la Seine-Saint-Denis en moins de 9 ans. Avec toute la bonne volonté du monde, je ne les ferai pas. Et donc, je serai en constat de carence. Vous me prendrez 5% de mes recettes de fonctionnement et vous ferez sauter la DSU. Écoutez, mes chers collègues, pour les quelques maires, parce qu'ils ne sont que quelques-uns, qui disent haut et fort qu'ils ne veulent rien faire et pas de logement social, vous en arrivez à des dispositions qui sont ahurissantes pour ceux qui sont pleins de bonne volonté et qui ont fait. Alors j'espère que je vous convaincrai au moment du débat, mais je viendrai avec une autre proposition qui est l'idée d'un contrat État-commune avec des moyens financiers pour acheter les terrains, pour construire les équipements publics, parce que sans ça, on ne construit pas. Merci, mon cher collègue. Vous avez dépassé simplement de quelques secondes le temps de parole qui vous était accordé. Je donne la parole à Françoise Cartron et ensuite à Daniel Dubois. Merci, Monsieur le Président. Alors, en 2 minutes, moi, je vais essayer aussi d'attirer et de remettre le sens qu'il y a derrière cette volonté, cette loi et cette problématique de mixité sociale. Je vais remettre le sens par rapport à quelque chose qui nous concerne tous, c'est l'école et son fonctionnement. Aujourd'hui, tous les constats montrent que l'échec scolaire, sur lequel tout le monde se lamente, est éminemment lié à une non-mixité sociale. On continue à déverser de l'argent supplémentaire dans soi-disant ces ZEP, dans ces établissements très ségrégés, et on s'aperçoit, je suis obligée de le dire, que malgré l'argent déversé, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et pourquoi il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend? Parce que c'est la constitution même de ces logements, de ces établissements scolaires qui sont très ségrégés qui font obstacle. Donc, moi, je dis qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui, lorsque vous avez des établissements scolaires où 90% des enfants sont catégorie la plus défavorisée, allez-y dans ces établissements, allez entendre les enfants, allez voir quels sont leurs référents, quels sont leurs modèles, et vous comprendrez la difficulté de l'école aujourd'hui dans ces établissements. Donc je crois qu'il y a urgence à rétablir de la mixité sociale, et ce que l'on nous dit partout dans ces quartiers-là, c'est qu'on ne peut pas faire de mixité dans les établissements tant qu'on n'aura pas de mixité dans les logements, parce que c'est étroitement liés. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce problème à prendre à bras le corps et à le prendre avec cet objectif qui est de la cohésion sociale, mais aussi de la réussite de tous les enfants, où qu'ils habitent et quel que soit leur lieu de naissance. Bien, merci Françoise Cartron. La parole est à Daniel Dubois et ensuite à Evelyne Yonnet. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais tout simplement, intervenir sur des actions un peu pratico-pratiques. Comment, ça va se passer de façon très opérationnelle sur le terrain pour mettre en place finalement ce principe de mixité dont tout le monde en a plein la bouche, mais la réalité du terrain, les directeurs d'organismes HLM, les élus sont confrontés à de vraies réalités. Donc, comment on fait? Alors moi, je voudrais vous poser 1 ou 2 questions sur le sujet. Tout d'abord, vous ne raisonnez pas vous raisonnez en flux et non pas en stock. C'est-à-dire que vous ne prenez pas du tout la réalité de ce que sont les organismes HLM aujourd'hui. Et pour le moins, on aurait pu prendre en compte les enquêtes sociales qui ont été faites pour tenir compte de la réalité de certains organismes HLM, faute de quoi c'est les organismes HLM qui vont devenir ghettos à la place des quartiers. Donc cette réalité-là, je pense qu'il faudra en dire un mot. Ensuite, dans l'article 20,
Madame la ministre, vous modifiez l'article 441 de nombreuses fois, et entre autres deviennent, je dirais, publics prioritaires les personnes qui cumulent des difficultés financières, ça c'est une réalité que connaissent tous les organismes HLM, et des difficultés d'insertion sociale. Donc on sait que cette problématique-là est très difficile à gérer par les organismes HLM, en particulier, je dirais, dans les résidences collectives, et on sait aussi que l'État assumait une partie des responsabilités financières dans le cadre de l'insertion sociale. Qu'en est-il aujourd'hui à travers le fait, je dirais, que ce public devient prioritaire? On n'en dit rien du tout. Ensuite, il est dit également que les organismes HLM vont être tenus par des engagements de mise en œuvre de politiques pour assumer cette mixité. Alors moi, j'aimerais que vous nous précisiez très clairement quels sont ces engagements. Est-ce que les organismes HLM vont devoir faire l'école? Est-ce qu'ils vont devoir faire la police? Est-ce qu'ils vont devoir remplacer les services publics qui ne sont plus présents? Que vont devoir faire les organismes HLM sur les QPV pour faire en sorte que cette mixité, je dirais, soit mise en œuvre? Ensuite, vous dites, je dirais, que l'on va reloger les expulsables. J'ai presque terminé, Monsieur le Président. On sait très bien, mais sur le terrain, attendez, c'est des réalités vécues au quotidien. Moi, je comprends, je dirais, qu'une personne expulsable soit prioritaire. Ceci étant dit, je dirais, si vous avez 90% de logements collectifs et que vous gérez une personne expulsable et que vous êtes tenu de la reloger dans le collectif d'à côté, moi, je ne sais pas comment vous faites territorialement et la prise en compte, je dirais, par les habitants dans le quartier. Et ensuite, vous nous dites, il faut rendre transparents les logements vacants. Ouais, les logements vacants, on le sait très bien, quand il y a un QPV, à 90%, les logements vacants sont dans le QPV. Si vous voulez stigmatiser les quartiers, proposez cela. Donc, il y a des incohérences opérationnelles, et moi, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on fait. Merci beaucoup, Daniel Dubois. La parole est à Evelyne Yonnet, ensuite Alain Vassel. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'ai écrit pour éviter de perdre du temps, donc je vais rester dans mes 2 minutes. Madame la Ministre, cher Emmanuel, merci d'avoir répondu à cette invitation, non seulement par ta présence à cette audition, mais aussi pour l'engagement de longue date sur les questions du logement et de l'égalité entre les territoires. J'ai eu l'occasion d'accompagner Madame la Ministre lors de plusieurs déplacements en Seine-Saint-Denis et je peux dire ici qu'elle connaît bien ce territoire pour y avoir été à plusieurs reprises. Ce qui se dégage de égalité et citoyenneté, c'est justement cette philosophie d'écoute et de terrain qui est à l'origine de ce texte. Les questions d'accès au logement, vous le savez, me tiennent en effet particulièrement à cœur. La semaine dernière, nous avons déposé avec mon collègue Jean-Pierre Sueur une proposition de loi relative à la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne. Cette proposition a été soutenue par Madame la Ministre. Cette démarche nous paraît complémentaire du volet logement social, du projet de loi égalité et citoyenneté, et nous tentons actuellement de l'inscrire à l'ordre du jour. En effet, la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil est indissociable d'une augmentation sensible de l'offre d'hébergement transitoire. C'est pourquoi, et de ce que j'ai entendu ici, l'égalité des territoires, en parallèle du dépôt de notre texte, nous proposons d'intégrer comme amendement dans le projet de loi égalité et citoyenneté le rééquilibrage territorial de l'effort d'hébergement. L'article L312-5.3 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées définit de manière territorialisée les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. L'amendement que nous allons déposer fixe des objectifs, une place minimum d'hébergement par tranche de 2000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants, ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant eux-mêmes au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cet objectif est porté à une place par tranche de 1000 habitants dans les communes comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Très concrètement, il s'agit ici d'appliquer la logique de la loi SRU en matière d'équilibrage du logement social sur tout le territoire à la répartition des places d'hébergement d'urgence d'une part, mais surtout des places d'hébergement transitoires. Madame la Ministre, je me tiens à votre disposition pour échanger. Bien, merci Evelyne Yonnet. Vous l'avez un peu dépassé, mais vous n'êtes pas la seule, Madame Yonnet. La parole est donc à Alain Vassel et ensuite à Yannick Vaugrenard.
Merci, Monsieur le Président. Hors temps de parole, est-ce qu'on peut tutoyer la ministre et l'appeler par son prénom? C'est une nouvelle règle au sein de la Commission. Mon cher collègue, je n'ai absolument pas le pouvoir de maîtriser le propos, la parole des personnes qui interviennent, dès lors que ces propos sont corrects, ils l'ont été, dès lors que la stricte politesse est observée, elle l'était. Alors s'il y a plus, s'il y a en tout cas des marques de sympathie, je ne peux évidemment pas m'y Toutes opposer. les familiarités sont possibles. Bien, moi, j'ai 3 questions. Alors, attention, mais ce que vous avez dit est pris sur votre temps de parole, mon cher collègue. Non, parce que vous avez pris une partie de mon temps de parole en répondant, Monsieur le Président. On efface. Je commence à 26. On efface. Voilà. C'est J'ai moi 3 qui décide. questions qui vont, C'est moi qui préside. qui vont être assez rapides. Alors, excusez-moi si je peux être un peu décalé dans mes questions par rapport aux exposés qui ont été faits. Je fais mienne les remarques et questions tout à fait pertinentes posées par nos 2 rapporteurs et j'adhère à ce qui a été dit tout à l'heure par mon collègue Daniel Dubois. Donc ça m'évitera d'être redondant sur ces points. J'ai une question qui est le résultat d'un vécu dans mon département lorsque j'ai présidé pendant près de 40 ans une société d'HLM. C'est lorsque Mme Boutin était ministre du Logement, elle avait mis en place un dispositif qui faisait qu'aujourd'hui on ne pouvait plus construire du logement social que dans le sud de mon département, dans des territoires qui étaient à dominante urbaine par rapport au territoire rural, et on n'avait que les miettes des financements qui restaient pour construire en milieu rural dans le nord du département. Est-ce que vous arrivez par vos dispositions à permettre à ce qu'on puisse construire du logement social sur l'ensemble du territoire d'un département et qu'il n'y ait plus des secteurs privilégiés pour mobiliser donc les financements? Ma deuxième question, en ce qui concerne l'attribution des logements, vous êtes en train de faire jouer un rôle important et majeur aux intercommunalités par le biais des conventions et aux maires. Mais la question que je me pose, c'est de savoir quelle sera la sanction financière. Pas au maire, au président des intercos, ou je sais pas, les commissions ad hoc. Quelle sera la sanction financière du président de l'interco ou de la commission ad hoc qui aura attribué un logement à une famille qui sera insolvable? Est-ce que l'interco financera le loyer en lieu et place donc de la famille qui n'assure pas le paiement? C'est déjà le cas aujourd'hui lorsque vous avez une expulsion qui est refusée par le préfet, c'est l'État qui apporte la compensation financière. Donc il faut responsabiliser celles et ceux qui feront les attributions de logements. Si les familles ne payent pas, il faudra que les loyers viennent tomber dans la caisse de l'organisme HLM. Enfin, je termine par ma dernière remarque sur le fameux quota de 20 ou 25%. Est-ce que le périmètre évolue? Est-ce qu'on reste dans un périmètre communal ou est-ce qu'on va évoluer vers un périmètre intercommunal? Bien, merci mon cher collègue. La parole est à Yannick Vaugrenard et ensuite à Francis Delattre. Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, une remarque un peu générale. Lorsqu'on a l'ambition de faciliter le logement social et la mixité sociale, je pense que finalement, il n'est pas inintéressant que cette ambition soit tempérée aussi par une forme de réalisme territorial, de réalisme historique, de réalisme parce que le logement social seul ne permettra pas la mixité sociale. Il y faut également l'éducation, et François Cartron l'a fort bien évoqué tout à l'heure. Il y faut également la culture, bref, l'ensemble d'un environnement qui ferait que la mixité sociale est possible. Le logement, c'est très important, mais il n'y suffit pas. Donc, voilà ce que je voulais souligner. Et également, je crois qu'il ne peut pas y avoir de limite, mais vous l'avez dit, Madame la Ministre, pour permettre à la loi DALO qu'elle soit complètement appliquée. Et s'il faut dépasser les 25%, eh bien, nous dépasserons les 25%. Sans quoi, et vous l'avez dit avec juste raison, nous n'accepterions pas en quelque sorte la mise en œuvre du 21e critère de discrimination pour cause de précarité sociale. Et donc, il faut, si c'est dépassé, c'est dépassé, mais la priorité des priorités, ce sont, me semble-t-il, les logements DALO. Et du coup, si on additionne l'ensemble des priorités que vous avez définies tout à l'heure, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que trop de priorités risquent de tuer la priorité. Et donc, effectivement, je crois que c'est plutôt les personnes en situation délicate, d'extrême pauvreté, qui doivent être priorisées, et peut-être aussi une forme de, une forme aussi de mixité générationnelle, qui m'apparaît également importante et prise en compte. Sur les surloyers, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une forme de prudence. Les personnes peuvent du jour au lendemain ou avoir un cursus professionnel qui fait qu'ils peuvent avoir un surloyer, mais appliqué du jour au lendemain ou avec modération me semble là aussi être une forme de sagesse et de réalisme qui m'apparaît vraiment important.
Enfin, sur la suppression de la DSU pour communes carencées, là encore, le rôle du préfet représentant de l'État doit être connu et reconnu et, selon moi, s'impose à tous. Pour autant, ce qui doit s'imposer également au préfet, c'est les directives qui seront données par les représentants de l'État au niveau central. Et cette directive, ça ne doit pas être uniquement une directive sous forme de pourcentage ou mathématique. Et c'est là où l'ambition doit être tempérée par le réalisme. Vous avez des communes qui font manifestement des efforts, qui parfois sont bloquées au niveau du foncier, et objectivement ça peut être vrai, qui peuvent être bloquées également dans des communes rurales parce que la demande est insuffisante, ou parce que les offices HLM, parce que c'est des petites entités, risquent de ne pas y aller. Et du coup, autant je suis d'accord pour que le préfet applique avec une grande rigueur dès lors qu'il y a manifestement de la mauvaise volonté, et on sait dans quel secteur ça existe en particulier, mais autant il doit faire preuve de sagesse et de réalisme dans l'application. Et cela, ça demande du temps, ça demande du contact, ça demande de l'échange avec les collectivités territoriales et avec les élus locaux. Donc je pense qu'il faut tenir finalement les deux bouts du manche. Merci Yannick Vaugrenard. La parole est à Francis Delattre et ensuite Christian Favier. Madame la ministre, mes chers collègues, il est vrai que l'État a toujours eu du mal à vouloir décentraliser aux collectivités territoriales le logement. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais quand on voit l'échec, où c'est nous qui dépensons le plus, et de très loin, et qu'on est toujours en permanence en crise du logement, avec un coût supérieur à 50% de ce qu'il est en Allemagne, on peut s'interroger sérieusement. Alors, deux contradictions, Madame la ministre. Aujourd'hui, nous recevons par dizaines, vingtaines du préfet des décisions de gens expulsés. Et ils arrivent donc, les gens expulsés, dans nos mairies. Qu'en faisons-nous? Vous ne pensez pas que ce serait quand même un peu plus utile à un État social d'essayer de trouver des solutions au niveau d'avant l'expulsion? Parce que c'est ce que nous vivons. C'est pas plutôt que de faire des constats sur la construction, le constat social, il n'est pas glorieux. Par volée entière, on reçoit les expulsions définitives des préfets en ce moment, et nous les avons sur les bras, les familles. Alors, deuxième question, la mixité sociale. Est-ce que vous pensez que c'est à 24% qu'il n'y a pas de mixité sociale, ou vous ne pensez pas que c'est à 50, 60, 80% de logements sociaux sur des sites où il y a un vrai problème de mixité sociale? C'est là où il est essentiellement. Et personne ne trouve, il n'y a aucune solution concrète pour ce genre de situation. Alors, égalité, citoyenneté, tout ceci, c'est très, très intéressant. Mais en réalité, c'est de la reconcentration, on recentralise. On a l'ambition de gérer les cages d'escalier au niveau d'un ministère. Et c'est le mal français. Alors, derrière tout ça, on a une campagne publicitaire qui nous explique que les maires ne construisent pas assez, sans aucun élément sérieux qui le démontre. Les maires construisent. Pourquoi leur enlever cette responsabilité? En réalité, nous savons tous qu'il y a un vrai lobby dans ce pays. Il y a le lobby des promoteurs, parfaitement associé avec celui des constructeurs de logements sociaux. Il faut construire, il faut y aller. Alors, naturellement, le président de l'agglomération, qui a moins le sens de la proximité que les maires, est l'homme idoine, pour l'instant. Voilà là. Alors, sachez simplement, Madame la ministre, que tout ça n'a rien à voir ni avec la citoyenneté, ni avec l'égalité. C'est un discours dont les finalités ne nous échappent pas. Et je doute qu'on arrive à un accord sur ce genre de proposition. Bien, merci mon cher collègue. Je donne la parole à Christian Favier, ensuite à Sophie Primas. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord sur le fond, moi je ne suis pas évidemment convaincu que l'absence de mixité soit d'abord liée au mode d'attribution des logements, mais bien davantage évidemment aujourd'hui à la faiblesse des revenus, à la précarité, je veux dire aussi au coût du logement. Et à l'insuffisance aussi du nombre de logements sociaux qu'on constate, en particulier par exemple sur notre région. Alors est-ce qu'il valait pas mieux par exemple pour favoriser cette mixité, orienter prioritairement par exemple les personnes relevant du DALO vers les villes qui aujourd'hui
ne respectent pas la loi SRU, et je ne mets pas dans ces villes-là celle de notre collègue Dallier, où il y a des villes effectivement qui étaient en dessous de ces seuils, mais qui font l'effort pour essayer de remonter en proportion de logements sociaux, mais on a d'autres villes qu'on connaît bien qui refusent systématiquement effectivement cette construction. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement que les publics d'allo soient orientés d'abord sur ces communes? Deuxième aspect, pour la construction, sur le surloyer. Le surloyer, moi, ce que j'ai pu constater dans mon département, c'est que non seulement ça n'a rien réglé du point de vue de la réponse aux demandes de logements sociaux, c'est-à-dire que ces demandes de logements sociaux continuent d'augmenter de manière très fortement malgré l'application du surloyer, mais que par ailleurs, ça a été un accélérateur de la ghettoisation des quartiers, parce que effectivement, les personnes de conditions moyennes qui n'ont pas pu effectivement rester dans le logement social, on s'est trouvé effectivement dans des déséquilibres très très forts dans les quartiers. Donc je pense que effectivement, c'est pas la solution. Enfin, en région parisienne, on va avoir quelque chose de tout à fait particulier avec la réalisation du Grand Paris Express, avec une explosion du nombre de constructions qui vont être réalisées autour des gares du Grand Paris, 72 gares nouvelles. Est-ce que j'ai déposé une proposition de loi pour qu'autour de ces gares du Grand Paris, il y ait au moins 30% de logements sociaux qui soient prévus dans minimum. Un minimum, oui, c'est un plancher, c'est pas un maximum, mais 30% dans toutes les constructions nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi, quand on regarde la situation de l'implantation de ces gares, qui vont bénéficier, un réseau de transport qui va bénéficier de financement public, eh bien, il y a une très grande disparité. Or, le risque, c'est que la spéculation immobilière autour de ces gares chasse, au contraire, les populations les plus modestes, au lieu de faire en sorte que tous les salariés puissent effectivement profiter aussi de l'amélioration des transports, auxquels ils auront d'ailleurs contribué par leurs impôts. Merci mon cher collègue Christian Favier. La parole est à Sophie Primas et enfin à Françoise Laborde. Merci Monsieur le Président. Très rapidement pour dire que je suis parfaitement d'accord avec les propos qui ont été tenus par mon collègue Dallier. Moi, je voudrais simplement porter la question sur, vous voulez attribuer 25% des ménages du premier quartile dans les villes qui ne sont pas en priorité en politique de la ville, en politique de la ville. Moi, j'ai une question par rapport à celle qui vient de ressortir. Je viens de sortir des politiques de la ville. J'ai 42% de logements sociaux. Je suis dans une ville des Yvelines où le niveau moyen de salaire est des plus faibles de toutes les Yvelines, avec Mantes-la-Ville. Je suis sortie, je ne sais pas pourquoi, parce que nous avons beaucoup de problèmes sociaux que nous portons. Et je suis coincée entre deux villes qui ont plus de 40% de logements sociaux et qui sont restées en quartier prioritaire de la ville. Si bien que c'est probablement chez moi, pour des raisons de continuité familiale, pour des raisons de proximité familiale, que vont donc arriver ce premier quartile. Je ne saurais pas faire, je ne saurais pas le supporter en termes d'accompagnement social, parce que là, c'est véritablement pour moi un accompagnement social très fort qui est nécessaire, avec de la prévention des jeunes, des adolescents, de la prévention à l'école, des moyens supplémentaires donnés dans les groupes scolaires, etc., en politique d'accompagnement scolaire également. Et donc, c'est une situation qui est une situation très grave. Je parle de ma ville qui est Aubergenville, mais je parle aussi d'une ville très compliquée qui est celle d'Équevilly, qui pour des raisons extrêmement bizarres est sortie de la politique de la ville, extrêmement, on va dire, dangereuse, si je peux me permettre, compte tenu du contexte de cette commune. Voilà, donc j'ai cette question par rapport aux villes. Et j'ai une autre question qui concerne également une ville des Yvelines, qui a beaucoup de logements sociaux, très au-delà de 30%, et qui maintenant se voit par le préfet accorder beaucoup de réfugiés sur sa commune, beaucoup de DALO, que des DALO sur le contingent effectivement du préfet, et qui également voit arriver des contrats entre des associations et des bailleurs sociaux pour loger des réfugiés. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui d'empiler toutes les difficultés sur des communes qui en plus sont en difficulté financière. Je pense que là, le rôle du préfet est vraiment très important pour avoir du discernement local, et vraiment je me battrai pour que le rôle des maires soit reconnu, notamment dans les attributions, car nous connaissons nos cages d'escalier une à une. Et seuls nous savons faire ça. Bien, merci ma chère collègue. La parole est à Françoise Laborde.
Merci Monsieur le Président. Bon, je vais être très bref parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc bien sûr, je participe au maximum aux auditions des co-rapporteurs et donc j'ai déjà aussi un certain nombre de réponses ou d'idées d'amendements et donc aujourd'hui vous allez aussi nous amener des réponses. Moi j'ai un petit souci par rapport à tout ce qui a été déjà dit sur les choix en effet entre le rural, le périurbain, un certain nombre de lieux. Donc c'est vrai qu'en ville les concentrations sont très importantes et on peut appeler ça des ghettos, mais aussi on a le problème des logements que l'on éloigne aussi de la ville et si on ne donne pas aux municipalités le moyen d'avoir des transports et une aide, on formera une autre forme de ghetto. Les familles très pauvres, les familles monoparentales avec enfants, sans enfants, mais de toute façon sans emploi, vont se retrouver cachant ce que nous ne voulons pas voir. Donc il va falloir quand même trouver un équilibre entre les taux que l'on applique en ville, les taux que l'on applique dans le périurbain ou dans le rural. Et je dirais qu'au niveau de l'intergénérationnel, c'est pareil. Si on isole des personnes âgées qui n'ont aucun moyen de se déplacer, ce sera le même problème. Et dans tout cela, vous rajouterez les bâtiments de France qui, dans les villages, ne permettent pas que les HLM soient près des villages, cachons-les derrière les fermes, derrière les bâtiments agricoles, et ça ne gênera personne. Bien, merci. Marie-Noëlle Lienemann, enfin demandé la parole. Je la lui accorde. Oui, je voulais demander à Madame la Ministre de nous éclairer sur les informations qui seront données d'après la loi aux communautés de communes, enfin aux agglos, pour éclairer justement leur attribution. Parce que j'entends des collègues dire on connaît quelle est la réalité, etc. La réalité, c'est que nous avons besoin, les collectivités locales, d'avoir un porté à connaissance de la réalité, par exemple, du nombre de personnes qui bénéficient de l'APL par résidence, ce qui permet d'éclairer si, quand on attribue à une personne qui a l'APL en plus, on dit on va accroître les problèmes sociaux dans cette résidence, alors même que dans d'autres résidences, le taux d'APL est extrêmement faible et que c'est quand même un des critères qui pourrait éclairer la diversité. Et c'est pas parce qu'on connaît les gens qu'on sait quel est exactement leur niveau de revenu. Hein. On est tous les uns et les autres. Donc je voulais savoir, à ma connaissance, les organismes HLM devront porter à connaissance. Peut-être vous pouvez nous expliquer quel mécanisme va être mis en œuvre pour que ce ne soit pas non plus la loterie des statistiques sorties du vide, etc. La deuxième chose que je voulais que vous nous parliez, c'est qu'effectivement, pour réussir la mixité sociale, il n'y a pas une seule solution. C'est un long combat d'une société qui doit revenir sur des années, depuis les années 60, avec à la fois la paupérisation qui s'est accrue depuis les années de crise, et par ailleurs la tradition d'urbanisme qui avait été celui qui était dominant, rapatrié d'Algérie, mutation urbaine, etc. Donc c'est un long chemin que la France doit engager, mais il doit y aller avec détermination. Et c'est vrai que si la situation sociale ne s'améliore pas, c'est quand même une course compliquée à gagner. Donc je voudrais vous interroger sur justement la question du niveau des loyers. Parce que une des raisons pour lesquelles une partie des catégories... Alors il y a ceux qui ne veulent pas de pauvres chez eux, bon ça... Il faut qu'on sanctionne. Mais il y a aussi des loyers, il y a aussi... Non, mais je m'excuse, j'en connais pas mal. Hein. Attendez, mais il y a aussi des loyers, qui ne sont pas accessibles... Marie-Noëlle Lienemann termine son intervention. Il y a des loyers dans certains secteurs qui ne sont pas accessibles à des populations modestes. Donc, au-delà des procédures que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'État pourra accompagner financièrement une requalification et pas simplement au niveau... comment dire, le total des loyers étant les mêmes, parce que quand vous avez déjà un parc assez cher, vous allez augmenter qui pour baisser les autres? Bien. Donc, quel outil pour accompagner les baisses de loyers dans les secteurs favorisés? Merci Marie-Noëlle Lienemann. Madame la Ministre, nous avons entendu 15 intervenants, plus les deux rapporteurs, dans un temps qui finalement était relativement limité, grâce à l'autorité malmenée du Président. Bien. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président. Et je vous rappelle qu'il y a une séance de questions dans 1 heure. Oui, j'espère ne pas vous infliger 1 heure de réponse, mais
Je vais essayer d'apporter pas mal de retours sur vos questions, en sachant qu'il y a pas mal de questions qui ne relèvent pas du tout du texte de loi. Et je vais quand même y répondre aussi, parce qu'y compris, vous ouvrez sur des débats plutôt budgétaires ou autres, mais je vais y venir. Je voudrais simplement, parce qu'à vous entendre, j'ai cru peut-être m'être mal exprimée. Moi, je ne dis pas que la mixité sociale ne se fait que par le logement. Je ne l'ai jamais pensé. Je dis qu'elle se fait par le logement et par bien d'autres choses. Et je crois notamment que la mixité sociale ne se réalise que si elle se joue aussi dans les établissements scolaires, dans les lieux de consommation et dans les lieux culturels. Enfin, on est quelques-uns à être franciliens ici, à très bien connaître ce que c'est que la ségrégation territoriale en plus de la pauvreté, et chacun connaît ses territoires. Et on sait bien que faire de la mixité sociale, c'est justement trouver des endroits où on arrive à avoir une vie de personnes qui ont sur des revenus différents et des histoires différentes. La seconde chose, c'est que moi, je ne pense pas que la mixité sociale se résume à des questions de pauvreté ou de richesse. Je pense qu'aujourd'hui, une des questions qui explique d'ailleurs la politique de la ville, qui explique ça, c'est surtout la concentration de l'extrême pauvreté et aussi la concentration de l'extrême richesse. On peut quand même aussi se dire les choses. On parle beaucoup des ghettos de pauvres. La réalité, c'est que nos territoires sont aussi faits de ghettos de riches dans lesquels on ne peut pas rentrer. Et notamment parce que c'est pratiqué par le prix du logement. Pas d'ailleurs le logement social, c'est pratiqué par le prix du logement privé. Et il faut le reconnaître. Et je pense que ce texte de loi dit aussi cela. Voilà, c'est le fruit d'une histoire politique, de défis autres qui ont été portés à un moment. Il fallait loger tout le monde, il fallait construire, il fallait moderniser notre pays. Mais on est aussi revenu là-dessus. Les programmes de renouvellement urbain, c'est pas non plus uniquement par le désir de telle ou telle politique, c'est que ça répond à des désordres urbains réels. Et d'ailleurs, on les poursuit. On a quand même 200 nouveaux quartiers en renouvellement urbain au niveau national, beaucoup aussi au niveau régional, et c'est long. C'est très long de défaire ce qui a été construit pendant 30 ans, c'est très long de le défaire. Et en effet, il faut de nombreux mandats, de nombreuses politiques amenées. Et voilà, faire le vivre ensemble, ça implique en effet de la durée, de la politique et aussi de l'investissement. Et si je vous dis ça, c'est que moi, je suis très modeste sur ce que je présente devant vous. Je pense que ça permet objectivement d'améliorer les questions de mixité sociale. Mais ce n'est pas à soi seul ce qui va permettre de le faire. De la même manière que, derrière notre débat, et je vais venir après à vos questions très précises, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Quand je parle des ménages qui appartiennent au premier quartile des demandeurs sur une EPCI, puisque c'est ça que dit le texte de loi, dans ces gens-là, vous n'avez pas que des gens extrêmement pauvres. Hein. Vous avez des gens qui vivent tous les jours, qui travaillent, qui ont des enfants, mais qui ont des très faibles revenus. Parce que le travail est intermittent, parce qu'il n'est pas à temps complet, parce qu'il y a des périodes de chômage et d'activité. Il faut aussi être très clair. Il faut qu'on regarde en face quels sont les revenus de nos concitoyens. Et c'est bien nos concitoyens qui ont des problèmes de logement, ils sont nombreux. Alors, dans des zones très tendues, ils concernent beaucoup de nos concitoyens. Dans des zones moins tendues, ils en concernent un peu moins. Mais c'est vrai que quand on est pauvre et qu'on n'est pas très mobile et qu'on n'a pas un emploi permanent et à temps complet, on a beaucoup de mal à se loger et à se loger correctement. Et donc, la bataille du logement abordable, elle est absolument essentielle. Et donc, l'État, évidemment, la porte sur la question du logement social, et je vais venir à nos questions. Mais il faut aussi être très clair. D'ailleurs, on a aussi la bataille du logement privé. On a des villes, M. Dallier parlait de sa ville et des villes avoisinantes. On a quand même des villes à côté de Pavillon-sous-Bois qui ont un niveau de population sous le seuil de pauvreté énorme. Et la différence entre le parc privé et le parc social n'est pas très différente sur les difficultés sociales. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un tel engagement financier pour produire du logement, notamment privé, qui soit à coût abordable. Moi, je vais vous dire, mon combat, ce n'est pas simplement de répondre aux problèmes d'attractivité de la France par rapport à d'autres pays européens et des appartements de standing. La question, c'est de loger les Français. Les Français, ils ont des revenus médians qui sont pas très élevés. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que par manque de logement et par grande difficulté, on a beaucoup de territoires où on a des concitoyens qui dépensent jusqu'à 50% de leurs revenus pour se loger. Et souvent se loger mal par ailleurs. Donc, je le dis devant vous parce que je pense qu'il ne faut pas se faire de faux procès. On a la question des gens qui sont absolument sans revenus et relèvent des politiques d'hébergement. Et les villes, évidemment, contribuent beaucoup à cette politique. Et on a la question des gens qui sont modestes. Et le sujet de l'attribution des logements aux ménages du premier quartier, ça correspond notamment à des familles modestes et qui, objectivement, aujourd'hui, ne rentrent pas dans le logement social comme elles devraient y rentrer. C'est dur à reconnaître.
Et c'est vrai qu'on n'a pas encore, me semble-t-il, l'ensemble des informations déclinées territorialement qui nous permettent aujourd'hui de regarder la réalité totalement, mais on va justement se les donner. Alors, à partir de là, pour répondre à différentes questions. La première chose, pour répondre aux remarques de Dominique Estrosi, je pense qu'il faut... Enfin, on peut avoir des désaccords évidemment, mais la question n'est pas dans le texte de loi de sanctionner les maires ou de les prendre à mal. Je pense qu'il y a deux débats différents. D'une part, le texte de loi qui a été présenté au départ par le gouvernement et celui qui en sort a montré que j'ai cherché avec les parlementaires à impliquer totalement les territoires. Et aujourd'hui, en matière de logement, le territoire, c'est essentiellement le PCI. C'est la suite de différentes lois. C'est aujourd'hui le sens du mouvement. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas le maire qui, derrière, accorde son permis de construire et joue y compris son rôle de garantie. Mais par contre, en effet, et moi je l'assume parfaitement, en matière de communes carencées liées au logement social, quand il n'y a pas de volonté de faire, ça concerne peu de communes, mais ça en concerne quelques-unes. En effet, nous assumons le fait que pour ces communes-là, le préfet prendra l'entièreté des pouvoirs que jusque-là étaient dévolus au maire. Ça concernera peut-être que 25 ou 30 communes, j'espère le moins possible pour tout vous dire. On voit quand même que, y compris ce qui a été renforcé dans l'application de la loi SRU en 2013, avec la possibilité de prendre les permis de construire, le renforcement de l'action sur les signatures de contrats de mixité sociale ont porté leurs fruits. On a beaucoup de communes qui se sont engagées dans la voie du respect de la loi SRU. Après, il est certain qu'il y a des communes qui, n'ayant rien fait pendant 15 ans, ont aujourd'hui beaucoup de mal. Après, il y a un autre sujet qui est celle posée par M. Dallier, qui sont des communes qui ont des volumes de population importants et sur lesquels les volumes de construction sont extrêmement importants. Mais en effet, il y a aussi, il faut être très clair, et je le vois tous les jours, et je l'ai redit à l'Assemblée, j'ai été mise en cause par une députée maire sur une commune qui est toujours à 7% de logements sociaux après 15 ans d'application de la loi, qui en même temps a délivré ces 10 dernières années 1000 permis de construire. Donc ne me dites pas qu'il n'était pas possible de construire. Il est en tout cas pas possible de construire du logement social. Et c'est pour ça que, très clairement, dans les dispositions de la loi SRU, on a voulu répondre à plusieurs sujets. Renforcer les pouvoirs de l'État là où la loi n'est pas du tout appliquée, notamment parce que vous, parlementaires, vous nous reprochez notre manque de fermeté et de sanctions quand ce n'est pas appliqué. Prendre en compte des discussions que nous avons avec les élus locaux sur des communes, par exemple en zone détendue, qui objectivement aujourd'hui ont des obligations SRU, mais il n'y a pas de demande il n'y a pas de demande de logement social. Je ne sais plus si c'est ici ou à l'Assemblée qu'on avait parlé de l'agglo de Saint-Étienne et du département de Saint-Étienne. Il y a une forte vacance de logement. Des communes qui doivent respecter la loi SRU, mais aujourd'hui notre difficulté, c'est de toute façon on a une vacance sur l'ensemble du département. Et en plus c'est des communes d'ailleurs qui commencent à construire, qui ne sont pas totalement au respect de la loi SRU, mais qui construisent. Et donc c'est pour cette raison notamment que nous avons préféré mettre en place la question du taux de pression pour justement regarder l'adéquation entre les besoins de logements sociaux et la demande, et aussi regarder ces communes qui ne sont pas du tout desservies par des transports en commun. On a aussi le cas de ces communes dans le cadre de la nouvelle carte de l'intercommunalité, ces communes qui sont tout au bout des intercommunalités. Prenons des exemples comme des communes, prenons l'agglo de Valence. J'ai oublié le nombre de communes, je m'en excuse, mais Valence et puis autour des toutes petites communes qui beaucoup sont soumises à la loi SRU, mais y compris parfois des communes qui sont elles-mêmes la réunion d'anciennes communes avec des territoires totalement éparses. Et on sait bien que là, la question, c'est pas tant le logement social au bout de l'agglomération, c'est peut-être justement des programmes bien situés là où il y a des transports. C'est ce que vous permet la loi aujourd'hui. Et en plus, en responsabilisant les élus, parce que moi je pense que c'est assez étonnant que ça soit le ou la ministre du Logement qui à la fin prenne toute seule la décision de rentrer et de faire sortir des communes. Nous avons souhaité instaurer le fait qu'il y ait une délibération de l'EPCI. Cela obligera les EPCI à avoir un débat sur le sujet, que les communes qui vraiment pensent qu'elles sont légitimes à sortir de la loi SRU puissent le présenter devant leur intercommunalité. Il y a un débat politique, il y a une décision et le débat permet d'aller au bout. Et je crois que c'est justement ça aujourd'hui qui est porté dans ce texte de loi, c'est de répondre à ces questions très précises. Mais c'est vrai aussi, et je l'assume, que là où par contre il ne se passe rien, je pense qu'au bout de 15 ans d'application de la loi, il faut maintenant prendre en compte la réalité et donc que l'État soit dans l'ensemble de son rôle. Autre sujet, c'est les contingents préfectoraux. Alors, il avait été rendu possible que les préfets délèguent leurs contingents à des communes. Alors, déjà pour vous dire les choses, ce n'est pas du tout la majorité des cas.
Ça s'exerce dans quelques départements et quelques régions. Et il y a beaucoup d'endroits où, en fait, les communes pensent qu'elles ont la délégation du contingent, mais en fait, non. Elles ont un travail de collaboration avec le préfet et, en fait, elles décident ensemble. Mais les délégations en tant que telles, c'est celles qui relèvent de conventions avec des désaccords. Oui, en effet, nous proposons la suppression de ces délégations du contingent après un avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, parce que dans l'ensemble des chiffres que nous avons récupérés sur les taux de relogement des publics prioritaires et des DALO, qui est, je le rappelle, de l'obligation de l'État, nous nous rendons compte que là où le contingent est délégué, nous ne sommes pas du tout dans des pourcentages acceptables. Et qu'il ne suffit pas, comme ça a été fait par le passé, que les préfets concernés soient convoqués par les ministres concernés pour qu'eux-mêmes rappellent aux maires leurs objectifs pour que ça change. Et donc, en effet, nous reprenons les contingents préfectoraux après discussion devant les comités régionaux de l'habitat. Ça permettra en plus d'avoir devant ces comités régionaux la transparence sur les taux de relogement sur ces contingents. Et il y aura un avis qui sera pris par ces comités. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que nous avons voulu mettre fin à cette délégation de contingents. C'est que, en même temps, on me dit qu'il ne faut pas les annuler, mais en même temps, on me somme de reloger les publics prioritaires et DALO. Il y a un moment, il faut être clair. La loi qui a instauré le DALO a demandé à l'État de reloger sur son contingent les publics reconnus prioritaires et bénéficiaires du DALO. Et y compris, je vous rappelle que nous payons des amendes chaque année, des astreintes très fortes. C'est, me semble-t-il, 45 millions pour l'année dernière. Donc ce n'est pas une petite responsabilité que j'ai. Et donc oui, en effet, le contingent préfectoral doit être utilisé dans toute sa dimension là-dessus. Mais, et c'est notamment le cas pour les quartiers en politique de la ville, parce que c'est là où il peut y avoir du frottement aujourd'hui. Ce que nous mettons en place avec justement ce travail au sein des conférences intercommunales, y compris la commission de désignation, c'est que nous instaurons aussi le fait qu'il y ait un dialogue entre le préfet et les communes concernées, notamment sur les QPV, parce qu'en effet, se pose la question aujourd'hui de répondre à nos obligations. Sur les publics prioritaires, vous dire les choses très franchement, j'ai refusé tout élargissement de la définition du public prioritaire. Seule une a été admise qui concernait les personnes qui sortent de centres de rééducation thérapeutique. C'est très peu de personnes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un blocage très fort sur ces personnes-là. Mais tout le reste, nous n'avons pas du tout changé la liste telle qu'elle était écrite dans la loi qui est là. Ensuite, sur les histoires de commission d'attribution, en effet, la voix prépondérante est donnée au président de l'EPCI, puisque c'est aujourd'hui au niveau de l'EPCI que se passent les choses. Et donc, le maire n'a plus sa voix prépondérante qu'il avait jusque-là. Sur la question des ordonnances, alors, il faudrait que je reprenne ma liste parce qu'il y en a un certain nombre. Il y a des ordonnances extrêmement techniques, comme par exemple la transposition d'une directive sur les ascenseurs. Donc, certaines très techniques. Il y en a une qui, en effet, nous aussi, nous la jugeons très importante, qui est celle concernant la fusion, la nouvelle carte d'intercommunalité, l'histoire des PLUI. Qui, en fait, nous ne souhaitions pas au départ intervenir, mais en fait, les nouveaux calendriers sur les PLUI nous a obligés, évidemment, à avoir des dispositions transitoires sur cette question-là, parce qu'on a en fait des difficultés qui peuvent arriver. Alors, d'une part, l'ordonnance aujourd'hui n'est pas écrite, mais je pense que quand nous aurons le débat ensemble à la rentrée, nous pourrons évidemment détailler plus fortement cette question-là. Il faut dire ensuite qu'il ne s'agit pas de réécrire la loi Allure. Hein. Là où il y avait des minorités, elles restent. Il ne s'agit pas de transformer l'esprit. Simplement, on a deux questions. Là où les PLUI existaient déjà, on ne va pas défaire ce qui a été construit. Sinon, ça voudrait dire que le travail est fait. Donc ça, on le maintient pour le territoire qui est déjà doté d'un PLUI. Et s'il fusionne avec un territoire qui n'en avait pas un, il faudra que l'autre commence à y travailler. Mais on ne va pas défaire ce qui a été fait et adopté. Sinon, il y aurait une incompréhension totale. Donc c'est ça qu'on prévoit dans l'exposition transitoire. Le deuxième sujet, c'est pour les très grandes intercommunalités. Je pense notamment à celle du Pays Basque avec, je ne sais plus combien de communes, mais c'est plus de 150.
Voilà. Donc là, on va permettre qu'il y ait des PLUI, enfin qu'il y ait en fait un partage au sein de l'EPCI, parce qu'objectivement, avec une telle taille d'intercommunalité, d'une part, on ne veut pas défaire le travail d'urbanisme, enfin de travail réglementaire qui a été fait, et en plus ne pas casser la dynamique. Donc notre objectif, elle est juste de permettre ces périodes transitoires, de ne pas déformer évidemment tel que ça a été pensé par le passé, mais aussi de répondre aux soucis qui nous ont été remontés par les associations d'élus qui nous demandent une disposition transitoire, en sachant, je vous le dis franchement, qu'il faut que ça dépend aussi du calendrier d'application de la loi, puisqu'il faut absolument que ces dispositions soient disponibles pour le 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises. Autre sujet, c'est donc dans les ordonnances, c'est la fusion de la Commission nationale de la transaction et de la gestion immobilière avec la Commission de contrôle. C'est un projet que je porte avec les professionnels. Il ne s'agit pas d'un changement de pied du ministère sur cette question. Ça a été un grand débat, vous le savez, dans la loi Allure, une évolution très forte concernant les professions immobilières, le code de déontologie qui a été mis en place, les formations obligatoires, la carte professionnelle, etc., etc. La commission de contrôle n'était toujours pas là et il a été décidé, après un certain nombre de discussions avec les professionnels, de fusionner ces deux organes en gardant l'organisation telle qu'elle est au sein de la Commission nationale de la transaction et de la gestion immobilière, c'est-à-dire que l'on garde la représentation des professionnels et des consommateurs. Puisqu'aujourd'hui, au sein de la CNTGI, il y a ces représentations importantes, et nous les sollicitons aujourd'hui pour connaître des décrets, les réécrire, débloquer des sujets que le législateur nous a posés. Il y a des missions aujourd'hui sur par exemple, la révolution numérique au sein des professions immobilières. Mais donc, nous garderons la composition, enfin l'équilibre de la composition dans cette nouvelle organisation, parce qu'il faut absolument, et les professionnels le souhaitent, ils veulent garder le contact et le dialogue qui est parfois vif et parfois doux avec les associations de consommateurs. Autre chose, parce que j'ai entendu des remarques sur une volonté de centraliser la politique du logement. Moi, au contraire, j'ai l'impression de porter un texte qui continue d'aller dans le fil des textes précédents, qui est de donner aux territoires les moyens de mettre en œuvre leur politique, et y compris sur l'attribution de logements sociaux. Plutôt que d'avoir un principe imposé par l'État, 25%, et de dire vous faites comme ça et puis c'est tout, nous disons 25%, mais vous pouvez avoir une modulation de ce taux après une discussion et un accord entre la conférence intercommunale et l'État, et notamment pour prendre en compte la situation locale. C'est ça le sujet. Et notamment pour prendre en compte, parce qu'en effet, la situation n'est pas la même dans certains départements très précarisés et paupérisés, et d'autres territoires qui le sont moins, et donc avec des obligations différentes. Et puis voilà, il y a des zones très tendues avec des obligations de relogement très fortes, des zones qui le sont beaucoup moins. Il y a des besoins de relogement qui sont différents. On a aussi parfois des endroits où on voit notamment, et ça a été dit tout à l'heure, des besoins en relogement, par exemple, de publics qui partent à la retraite, qui est quelque chose qu'on voyait moins avant dans le logement social, qu'on voit plus aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas sur tout le territoire. On a aussi des endroits où on a du logement social vacant ou du logement vacant tout court, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça que nous voulons mettre en œuvre cette politique en lien avec les conférences intercommunales, dans des accords entre le préfet et la conférence intercommunale. Et je pense que c'est aussi un moyen justement de poser un partenariat très, très important. Vous dire ensuite que sur la question de qu'est-ce qu'un logement social et notamment des décomptes de ce qu'est un logement social pour la loi SRU, moi je le redis ici parce que je crois que j'avais été interrogée par certains d'entre vous sur le sujet. Notre volonté n'est pas d'ouvrir le décompte SRU notamment à l'accession sociale à la propriété, tout simplement parce que si le PSLA loge des personnes qui sont éligibles au logement social, ça ne donne pas plus de capacité ni à la commune ni à l'État d'avoir un contingent. Et je voudrais redire les choses. Il y a 70% des Français qui sont éligibles au logement social. Quand il y a de la construction privée, vous ne demandez pas à ce que ça rentre dans le contingent SRU, même s'ils relogent des personnes qui sont dans les niveaux du logement social. Le PSLA, c'est un modèle d'accès à la propriété extrêmement intéressant aujourd'hui parce qu'il sécurise des ménages modestes ou qui ont des peurs de fragilité de revenus, mais ça reste de l'accession à la propriété. Ce n'est pas du logement locatif.
Et c'est pour ça que notre volonté n'est pas de modifier l'esprit de la loi SRU, qui est le décompte des logements locatifs sur lesquels il y a en effet un accès du contingent pour les communes, les bailleurs sociaux et pour l'État. Sur les gens du voyage. Moi, je voudrais redire les choses ici telles que je les avais dites lors d'une question, je crois, orale à un de vos collègues. C'est que je pense qu'en effet, et c'est le sens des dispositions qui sont insérées dans ce texte de loi, il faut absolument avoir un équilibre entre la fin des discriminations liées au statut des gens du voyage et l'application très claire, d'une part, de la construction des aires d'accueil ou des aires de passage et des obligations de respecter la loi, notamment sur les occupations illégales. Là-dessus, c'est très clair. Et y compris dans les dispositions qui sont insérées dans le texte, on renforce notamment les pouvoirs de police sur cette question-là. Et on garde évidemment, cependant, ce sont les dispositions qui sont issues de la proposition de loi de Dominique Raimbourg. Et il y a très clairement la volonté d'améliorer le statut des gens du voyage, mais aussi de renforcer très clairement les pouvoirs de police, notamment contre les implantations illégales. Et vous l'avez dit, Madame, tout à l'heure, en effet, il y a des départements qui ont totalement rempli leurs obligations, d'autres qui aujourd'hui sont dans des difficultés parce que notamment elles ne disposent pas des aires de grand passage qu'elles doivent construire, et on voit des difficultés de fait qui se reportent sur les petites communes, très clairement, où là il y a des terrains disponibles. Et après, on a des taux d'occupation qui sont en effet très différents en fonction des territoires, qui sont très liés aussi à la mobilité de ces personnes, et qui d'ailleurs, par ailleurs, ne sont pas toujours les mêmes taux d'occupation d'une année sur l'autre. Donc, mais je pense qu'on pourra revenir sur cette question-là, évidemment, si vous le souhaitez plus tard. J'ai entendu votre questionnement sur la pertinence de réviser les dispositions sur les aires d'accueil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup dans la bataille pour que l'ensemble des territoires se dotent de leurs schémas départementaux, des aires d'accueil. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus grand manque, c'est notamment les aires de grand passage. Et c'est à ces moments-là qu'on a des difficultés importantes. Il y a une question sur les établissements publics fonciers. Donc aujourd'hui, nous avons des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers d'État. À la suite de la nouvelle répartition régionale, enfin la création des 13 grandes régions, j'ai demandé à l'ensemble des territoires qui aujourd'hui soit n'ont pas d'établissement public foncier, soit ont plusieurs établissements publics fonciers, d'État ou locaux. J'ai demandé à ces préfets de région de nous faire un diagnostic de la situation et de voir comment est-ce qu'on pourrait rationaliser l'action des uns et des autres. Ça peut passer dans certains territoires par une fusion. J'ai bien dit cela peut passer. Je n'ai pas dit que c'était obligatoirement cela. Il y a d'autres endroits où il y a une pertinence, y compris historique, à garder des établissements publics fonciers à un endroit, locaux, et à d'autres d'État. Puis on a un dernier sujet, c'est qu'on a des territoires qui n'ont rien du tout. Et moi, ma volonté, c'est de donner à l'ensemble des territoires un outil. Après, les communes s'en saisissent ou pas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il me semble très important aujourd'hui de doter l'ensemble des territoires de ces outils-là, parce qu'on a en effet des problèmes de restructuration foncière, des problèmes d'installation d'activités économiques ou de logement. Il n'y a pas que la question du logement, d'ailleurs, dans le portage foncier. On a beaucoup de situations liées à des pollutions de terrain, notamment dans des zones qui ont été industrielles par le passé. Et sans un portage foncier au long cours, on n'arrivera pas à dépolluer ces sites et à les construire. Et il me semble aujourd'hui qu'il faut que l'on donne à l'ensemble des territoires ces outils. Donc là, on a demandé un diagnostic. Je pense qu'on aura les retours plutôt à la rentrée. Puis après, moi, je vais rentrer dans une discussion locale avec y compris les régions et l'ensemble des collectivités qui sont concernées pour qu'on trouve chaque fois la bonne décision. Ça pose aussi parfois des questions, vous le savez. Alors, c'est pas dans le texte de loi là, mais c'est des problèmes de harmonisation des TSE, puisqu'il y a parfois des différences très fortes. Et dans la loi de finances, on sera certainement amené à demander que vous nous permettiez de fractionner ces TSE pour pouvoir, pour l'instant, faire coexister plusieurs sujets. Sur le foncier, il est rajouté dans le texte de loi d'avoir dans les PLH un volet foncier, qui est notamment une demande qui a été portée par pas mal d'élus, parce qu'ils souhaitent que l'on puisse, à l'occasion des PLH, aussi commencer à identifier la territorialisation, je parlais ainsi, des logements qui seront construits à venir.
Une question m'a été posée sur les expulsions. Alors, il se trouve qu'après les questions au gouvernement, j'animerai un comité de pilotage justement sur les expulsions, puisqu'a été lancé il y a plusieurs mois un plan national de lutte contre les expulsions locatives. Aujourd'hui, les expulsions locatives, c'est 11 000 expulsions exécutées pour à peu près 120 000 dossiers au départ. Et là-dessus, je pense il faut dire les choses assez clairement. On a d'une part encore, malgré un certain nombre de mesures qui ont été préconisées, et c'est pour ça que je fais un comité de pilotage aujourd'hui, notamment une politique départementale de lutte contre les expulsions, avec des référents notamment sur ces sujets-là, notamment en termes d'information. On voit encore trop de dossiers où en fait on intervient au moment où il est absolument trop tard. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la question de la personne en difficulté, on ne la prend qu'au moment où l'expulsion est déjà demandée, voire va être prononcée, alors que il y a des sujets d'impayés récurrents. Et pour vous dire les choses telles qu'elles sont, on a moitié d'expulsions demandées, logement social, logement privé, c'est à peu près moitié-moitié aujourd'hui. Donc la question, en effet, des préventions des expulsions est très importante, notamment sur les questions d'impayés, qui est le sujet qui est le plus important dans les causes des expulsions aujourd'hui, mais pas que. On a aussi des questions qui sont liées à d'autres sujets. On voit quand même que, par rapport au nombre d'expulsions demandées, le taux, je vous ai dit en 2014, dans mon souvenir, de 11 000 expulsions effectivement prononcées, un travail qui est fait quand même énormément pour justement, d'une part, éviter les expulsions, mais aussi résoudre les troubles. Et notamment la question de l'impayé. Et je pense qu'il faut être très clair aujourd'hui sur ces deux questions. En sachant par ailleurs que les expulsions, c'est bénéfique pour personne, hein. C'est l'État qui prend en charge ensuite au titre de ses politiques d'hébergement, très clairement. Et donc on a aussi, et c'est pour ça que la question de la prévention des expulsions, notamment des impayés, est extrêmement importante, et en même temps d'être aussi très clair sur les sujets d'occupation qui dépassent la bonne occupation d'un logement et qui peuvent justifier évidemment des expulsions. Mais je tiens à le redire, hein, la question des expulsions, qui est certes une question importante aujourd'hui, c'est pas ça qui fait l'essentiel de notre public prioritaire. Nos publics prioritaires sont essentiellement des gens qui habitent en habitat insalubre ou indigne. Il y a beaucoup de questions, en effet, de familles qui ont des situations de précarité très fortes. Et puis, on a des personnes handicapées qui n'obtiennent pas l'adaptation de leur logement parce que les travaux n'interviennent pas, malgré des crédits qui sont là et qui sont réellement là. Et puis, évidemment, des sujets aussi importants que violence conjugale, séparation avec parfois des situations extrêmement difficiles. Et évidemment... Et puis aussi des questions parfois de cumul, hein, de ces difficultés au même moment. M'a été posé à 2 reprises des questions sur le financement du logement social, qui est une autre question, mais qui ne sera pas évidemment dans le texte de loi, mais notamment sur la capacité à ce que les aides à la pierre aillent aussi aux territoires détendus et aux territoires ruraux. Qui est un débat que nous avons déjà eu à plusieurs reprises. Moi, je partage votre souci. Je pense aussi que ça fait partie des discussions que nous aurons au sein du Fonds national des aides à la pierre, qui donc vient d'être créé, qui sera donc le lieu de discussion des répartitions régionales des aides à la pierre. Et au-delà de ça, de comment est-ce que l'on essaie que les aides à la pierre n'aillent pas que aux métropoles, si je veux à peu près exprimer ce que vous dites. Il est vrai aussi que certains opérateurs sociaux ont du mal à aller dans des territoires où on leur demande de construire peu de logements. Pourtant, il y en a d'autres qui le font. Et je pense que je réinsisterai là-dessus au prochain congrès HLM. Mais bon, alors je dis dans Marine-Noëlle Lienemann, mais malgré tout, la Fédération des COP HLM a quand même répondu à pas mal de territoires détendus sur des petites opérations. On a des opérateurs, notamment, qui commencent à être plus mobilisés par la collectivité en leur disant, écoutez, la métropole, c'est bien, mais il faut absolument construire sur l'ensemble des territoires. Et il est vrai que nous devons continuer les uns et les autres cette demande très claire aux opérateurs de faire du logement social, y compris dans des territoires qui ne sont pas les plus tendus. Je rappelle par ailleurs que l'intermédiation locative, elle permet d'avoir du logement social dans des territoires détendus avec des reprises de logements qui sont réhabilités. On a aujourd'hui des programmes d'intermédiation locative, notamment portés par un des opérateurs, Solia, qui est un des plus grands opérateurs sur le sujet, qui reprennent par exemple des logements municipaux
et donc l'intermédiation locative permet très clairement de répondre à cette question-là. Et nous allons d'ailleurs proposer de la développer, notamment dans le territoire détendu. Et puis enfin, il est vrai qu'on a aujourd'hui pas mal de communes, je dirais rurales, mais pas non plus que des petites communes, mais qui cherchent des moyens notamment d'avoir des actions un peu plus mutualisées pour essayer de construire ici ou là 2, 3, 5 logements. Et c'est vrai que se pose beaucoup la question aujourd'hui de logements anciennement municipaux, ou en tout cas de bâtis qui relèvent de la ville, qui pourraient être des futurs lieux d'accueil de logement social dans ces communes. Et c'est actuellement, nous réfléchissons à donner les moyens d'une expérimentation sur ces territoires-là pour répondre à une demande, parce que malgré tout, ça représente des logements in fine. Il n'est pas prévu pour l'instant de sanctions financières en cas de non-respect par les EPCI des principes des attributions, mais si vous souhaitez mettre des sanctions, je vous laisse en discuter lors du texte de loi. Sur la suppression de la DSU, j'ai pas été au bout de mon explication tout à l'heure, donc ça a été un débat important. Donc suppression de la DSU pour les communes carencées. Alors, entre la commission spéciale et le débat en séance plénière, les députés ont quand même trouvé qu'eux-mêmes avaient eu un peu la main lourde. Et qu'en même temps, ils attendaient la seconde lecture pour trouver un système qui, justement, peut-être soit moins fort, parce que, juste pour vous expliquer la genèse de la discussion, que je n'ai pas du tout sollicitée, il y a donc aujourd'hui des communes carencées qui touchent la DSU, certaines de manière très importante, et le débat était de savoir si ces territoires devaient encore être aidés malgré leur refus de rentrer dans les obligations triennales. Néanmoins, la suppression totale amène un impact financier qui est très important, et me semble-t-il, il faudra certainement modérer ce sujet-là, ou en tout cas l'affiner. Un autre débat qui n'est pas apparu là, mais qui a été important dans le texte de loi, et je pense qu'il va revenir devant vous plus tôt en loi de finances, c'est toutes les questions d'exonération de TFPB, avec des difficultés réelles. Donc je vous le dis par avance, parce que vous allez peut-être déposer les mêmes types d'amendements dans la même discussion. Pour en avoir discuté avec Christian Eckert il y a peu de temps, nous allons, d'ici les discussions loi de finances, on voudrait organiser une réunion de travail avec les députés et les sénateurs intéressés sur le sujet, parce qu'objectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement sur ces exonérations, ce qui explique d'ailleurs les amendements récurrents qui sont posés de part et d'autre, tous les ans absolument. Et il me semble en plus qu'on n'arrive pas, y compris à renseigner d'un point de vue financier ces questions-là. Donc il y a eu beaucoup d'amendements là-dessus, et ça ne ressort pas là du texte de loi tel qu'il était, mais c'est un débat qui me semble est un sujet évidemment important. Sur le surloyer, mais on y reviendra dans le détail, quelqu'un a parlé d'une forme de prudence à adopter sur son application, et c'est en fait sur quoi nous avons abouti dans le texte de loi qu'on vous présente aujourd'hui. C'est-à-dire que la version présentée par le gouvernement au départ était beaucoup plus dure. Et après discussion, notamment lors des rencontres que j'ai eues avec les associations de locataires, discussion avec les élus, il y a une volonté de renforcer le dispositif, mais aussi de regarder très clairement son impact. Après, je le redis aujourd'hui, on a gardé les exemptions du surloyer, notamment dans pas mal de territoires, et ça reste un sujet aujourd'hui qui malgré tout répond aussi à une question, c'est qu'au-delà d'un certain revenu, et on peut avoir un débat sur justement est-ce que le logement social doit avoir ou non des plafonds de ressources et jusqu'où, et c'est la logique qui avait été instaurée à l'époque, mais c'est vrai aussi que il y a aussi un débat au sein des associations sur est-ce qu'il est normal que des personnes qui ont des revenus qui dépassent fortement les plafonds de loyer, est-ce qu'il est normal qu'elles puissent rester dans le logement social quand il y a tant de personnes qui demandent à y rentrer? C'est un débat politique, et philosophique, et c'est, me semble-t-il, un sujet, et c'est là-dessus que nous avons voulu chercher, notamment à trouver en même temps le maintien du surloyer de modération. Le surloyer, il représente aujourd'hui à peu près 1 million d'euros de revenus pour les bailleurs sociaux.
Ça s'exerce essentiellement sur des très grandes métropoles. Voilà, et je vous l'ai dit, il y a actuellement à peu près 4500 personnes qui sont concernées par cela. Christian Favier a parlé tout à l'heure de sa PPL sur le Grand Paris que j'ai été voir tout à l'heure, justement avant cette audition. Moi, je partage la question que dans ces grands programmes d'infrastructure, y compris de mobilité, on puisse y compris s'assurer que autour de ces de cette offre de transport, justement, on ait des logements abordables. La question, c'est est-ce que c'est vraiment du logement social? Je dis cela par rapport à là où sont les gares. Il y a quand même un certain nombre de gares du Grand Paris qui vont être en plein quartier politique de la ville, en plein PRU. Et donc, moi, mon souci, et je pense qu'on est à peu près sur la même idée, mon souci n'est pas tant de savoir s'il faut un pourcentage de logement social à chaque autogare, c'est plutôt est-ce qu'on est sûr des prix de sortie en locatif privé, locatif social, accession à la propriété autour de ces gares. Et en gros, pour dire les choses très clairement, qu'il y ait une vraie mixité de l'offre et que ce ne soit pas simplement, par exemple, des logements de standing ou du bureau. Je pense que ça dépend vraiment des quartiers. Il y a des endroits, enfin je pense à la gare à Aulnay-sous-Bois, notre sujet n'est pas tant le logement social autour de cette zone. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir produire du locatif privé qui est au niveau de l'intermédiaire ou un peu plus élevé, mais en tout cas qui répond aux besoins. Et c'est là, me semble-t-il, une discussion, et d'ailleurs qui n'est pas qu'une discussion de loi, c'est la vraie discussion du cahier des charges des logements qu'on va construire autour de ces gares. Mais me semble-t-il, cette réflexion qu'on a actuellement dans une métropole où donc on développe une offre de transport considérable, me semble-t-il, on l'aura aussi dans d'autres métropoles à venir autour de grands projets d'activité économique où il faut, semble-t-il, qu'on fasse attention au risque d'éviction des salariés qui ont des salaires médians et qui aujourd'hui risquent cette éviction si en effet on n'y fait pas attention. Et là, me semble-t-il, c'est un sujet peut-être législatif, mais aussi évidemment politique et contractuel. J'ai noté la question des territoires en veille qui sortent des QPV. Alors, en sachant qu'on raisonne à l'échelle des EPCI, donc je connais bien votre coin et en effet pour des territoires comme le vôtre, je pense même qu'il faudrait qu'on réfléchisse quasiment à l'échelle départementale si on veut voir régionale, et la question francilienne est en soi un sujet très important et notamment dans votre département avec des concentrations très fortes dans certaines villes et des retards encore importants dans d'autres. Et je pense que notamment c'est cette discussion-là qu'il faut qu'on ait dans les conférences intercommunales très clairement, pour justement répondre à la question que vous posez. Après, semble assez important. Dernière chose, alors je n'ai pas répondu à tout, mais Marie-Noëlle Neumann nous a posé une question importante qui est la question du porté à connaissance, en effet, des territoires sur notamment les données sur l'occupation sociale. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui est inscrit dans le texte de loi, c'est justement en lien avec l'Union sociale pour l'habitat, de anonymiser les données d'occupation, et donc l'État les anonymisera pour qu'on puisse ensuite les donner au territoire. Donc, c'est-à-dire à l'ensemble des territoires, pour que vous ayez véritablement les données d'occupation du logement social. Et c'est le GIP du SNE, donc le GIP qui gère le système national d'enregistrement, qui pourra faire y compris les cartographies et qui pourra faire ces portées à connaissance. Il y aura aussi les données de la CAF. On a eu un débat sur lequel, là j'ai un trou de mémoire sur comment on a abouti, mais qui pose aussi des questions sur les informations liées aux revenus fiscaux. On a tranché ça? Non, on n'a pas réussi encore à aboutir, mais donc j'anticipe, mais notamment de savoir quel type de données on peut, parce qu'on a aussi des questions de secret fiscal à répondre, mais il y a eu tout un débat sur savoir est-ce qu'on peut avoir les données fiscales et quels dispositifs on doit avoir. C'est des sujets sur lesquels, depuis la lecture à l'Assemblée, on n'a pas encore pu totalement aboutir, mais sur lesquels on va revenir. Enfin, pour répondre à la question des baisses de loyer, donc le texte de loi prévoit des choses en effet sur une nouvelle politique de loyer, mais au-delà de ça, il y a en effet aujourd'hui des territoires où il y a eu par exemple des conventionnements en PLS et les logements sont à des revenus trop élevés par rapport au marché. Il a été décidé l'année dernière la baisse du taux de commissionnement des banques qui a permis de générer 170 millions qui vont être dévolus aux organismes HLM pour les aider dans leur politique de baisse de loyer.
Nous annoncerons au congrès HLM le dispositif en tant que tel. Et ça permettra notamment, me semble-t-il, de répondre à ces questions-là sur des logements qui ont donc été financés, par exemple, en PLS. Et on le voit avec des grands logements, notamment financés en PLS, qui objectivement arrivent à des niveaux de loyer qui sont trop élevés et qui, de fait, sont vacants et qui posent évidemment des gros problèmes de gestion de patrimoine avec ces logements vacants. Donc ça, c'est un sujet qui est en dehors du texte de loi, mais qui sont des outils supplémentaires qui sont donnés aux bailleurs dans les mois qui viennent. Voilà en quelques mots. Je crois que je n'ai pas pu répondre à tout, mais je pense qu'on va avoir un débat long dans les mois qui viennent. Mais effectivement, nous aurons l'opportunité d'échanger au cours de la discussion du texte qui, normalement, je le signale aux membres de la Commission, devrait débuter début octobre, c'est-à-dire plus tard que prévu. Nous avons conférence des présidents ce soir et l'ordre du jour devrait être fixé. D'après les informations dont je dispose et qui sont fiables, le texte sur égalité et citoyenneté ne viendrait que à partir du 4 octobre, si ça correspond à un mardi, en tout cas un début de semaine. Pour autant, je le signale, parce que nous avons un ordre du jour très chargé en ce qui concerne les travaux de la commission spéciale, rien n'est modifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de transfert d'une semaine à l'autre des dates qui avaient été initialement envisagées. Non. D'abord parce qu'il y a un point important, c'est qu'il faut donner du temps entre le moment où les auditions sont faites en commission spéciale, où les travaux sont menés pour ce qui concerne l'élaboration du texte et l'examen en séance publique. Trop souvent, on découvre au dernier moment le travail des commissions par un rapport qu'on a à peine le temps de lire. Là, écoutez, les circonstances font que nous disposons du temps nécessaire, du temps quasiment réglementaire d'ailleurs, et donc nous allons respecter la chronologie qui avait été initialement envisagée. Et je vous confirme à ce titre que demain après-midi, nous allons recevoir à 14h15 Thierry Repentin, délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat. Mes chers collègues, Madame la Ministre, permettez-moi de vous remercier au nom de l'ensemble des membres de la commission spéciale. Au total, la quasi-totalité des membres de la commission spéciale ont été présents dans cet hémicycle de la salle Médicis et ont manifesté leur intérêt par un grand nombre d'interventions. Comme vous l'avez souligné, nous aurons l'occasion d'en débattre. Nous prendrons le temps nécessaire, conformément à une tradition bien ancrée au Sénat, de façon à bien agir dans l'intérêt général. Voilà. Merci encore, Madame la Ministre, et merci, mes chers collègues. Voilà pour l'audition d'Emmanuelle Cos, l'ex-patronne d'Europe Écologie Les Verts et ministre aujourd'hui du Logement, qui s'est donc exprimée devant les sénateurs réunis en commission spéciale à l'occasion de la préparation du projet de loi Égalité et Citoyenneté. La ministre du Logement qui a défendu toutes les mesures, notamment en faveur du logement social, contenues dans ce texte. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour Sénat 360 avec Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.